Il y a des centaines de millions d'années, le continent nord-américain était l'endroit le plus périlleux que la Terre ait jamais porté. Des collisions tectoniques ont fracturé la croûte, soulevant les Rocheuses et les Appalaches sous des volcans en furie. Des reptiles volants plus grands que des girafes plongeaient depuis le ciel, tandis que le Tyrannosaure rex et l'Allosaure déchiraient les plaines. Puis vint l'ère glaciaire, transformant ces terres en un piège de glace où le Smilodon aux dents de sabre, le loup sinistre et l'ours à face courte traquaient mammouths laineux et paresseux géants. Un astéroïde anéantira les dinosaures, mais un nouveau danger approchait par le pont de Béringie. Avant que les premiers chasseurs humains ne posent le pied sur ce sol, avant même la chute des reptiles géants, l'Amérique du Nord était déjà façonnée par une succession ininterrompue de catastrophes. Ce continent n'a jamais été un refuge paisible. C'est un champ de bataille géologique, un théâtre d'affrontements entre les forces titanesques qui déchirent la croûte terrestre, les soubresauts climatiques les plus violents et une compétition animale d'une férocité inouïe. Pour saisir pourquoi cet endroit est devenu le plus périlleux de l'histoire, il faut remonter à une époque où le continent lui-même n'existait pas. Il y a 4 milliards d'années, la Terre n'est qu'une boule de roche en fusion bombardée par des astéroïdes. Les premiers fragments de croûte continentale se forment dans un enfer de lave. C'est dans le nord du Canada actuel que l'on trouve les plus vieilles roches connues, les gneiss d'Akasta, âgées de 4,03 milliards d'années. Ces pierres témoignent d'un monde dépourvu d'oxygène, balayé par des vents brûlants et secoué par des séismes d'une ampleur inimaginable. Pourtant, déjà, la vie s'accroche. Des tapis de cyanobactéries, les stromatolites, colonisent les eaux peu profondes. Pendant des centaines de millions d'années, ces organismes microscopiques vont lentement empoisonner l'atmosphère avec de l'oxygène, préparant le terrain pour des créatures plus complexes, mais aussi déclenchant la première grande extinction de masse par modification du climat. L'Amérique du Nord, ou plutôt son ancêtre géologique, un bloc continental baptisé Laurentia, est alors ballotté par la tectonique des plaques. Il y a 1,5 milliard d'années, Laurentia entre en collision avec d'autres masses terrestres pour former un supercontinent, Rodinia. Le choc est d'une violence inouïe. Les roches se plissent, se fracturent et une immense chaîne de montagnes se dresse, comparable à l'Himalaya actuel. Aujourd'hui, les racines érodées de cette chaîne affleurent encore dans les Adirondacks, au nord de l'État de New York. Mais Rodinia ne dure pas. Il y a 750 millions d'années, le supercontinent se disloque. Laurentia dérive seule, entourée par l'océan Pantalassa. Ce divorce continental provoque des éruptions volcaniques colossales, des tsunamis et un refroidissement planétaire si intense que la Terre se transforme en boule de glace. L'Amérique du Nord est alors un enfer gelé, stérile sur des milliers de kilomètres. La vie reprend ses droits au Cambrien, il y a 540 millions d'années. Laurentia, désormais proche de l'équateur, est en grande partie recouverte par des mers peu profondes et chaudes. C'est là, dans les schistes de Burgess, dans les Rocheuses canadiennes, qu'explose la diversité animale. Des créatures fantasmagoriques peuplent les récifs. Opabinia avec ses 5 yeux et sa trompe préhensile, Anomalocaris, un prédateur d'1 mètre de long armé de plaques dentées. La prédation devient une force motrice de l'évolution. Les trilobites développent des armures épineuses, les vers prédateurs creusent des terriers. L'Amérique du Nord est déjà un piège mortel pour qui n'est pas adapté. Des millions d'années plus tard, au Dévonien, la vie s'aventure hors de l'eau. Les premières plantes dressent leurs tiges le long des côtes et les premiers insectes les suivent. Mais le véritable danger reste aquatique. Dans les mers qui couvrent l'Ohio actuel, un monstre règne en maître d'Incleosteus. Ce poisson cuirassé mesure 6 mètres de long. Sa mâchoire, dépourvue de dents mais tranchante comme une guillotine, broie les carapaces des autres placodermes et des requins primitifs. Une pression de 5 tonnes par centimètre carré, capable de sectionner un corps en 2 d'une seule bouchée. À la même époque, au Nunavut, un poisson nommé Tiktaalik rampe sur la vase avec des nageoires charnues, premier vertébré à s'aventurer sur la terre ferme. Il fuit peut-être les eaux infestées de prédateurs. Le Carbonifère transforme l'Amérique du Nord en un immense marécage tropical. Les forêts de fougères arborescentes, de prêles géantes et de lycopodes s'étendent à perte de vue. La décomposition de cette végétation dans des eaux stagnantes piège le carbone, formant les couches de charbon qui alimenteront la révolution industrielle 200 millions d'années plus tard. Mais cette époque est surtout marquée par un taux d'oxygène record, 35% de l'atmosphère contre 20 et 1 aujourd'hui. Cette surcharge en oxygène réduit la densité de l'air et permet aux arthropodes d'atteindre des tailles cauchemardesques. Meganeura, une libellule de 70 cm d'envergure, chasse au-dessus des étangs, tandis qu'Arthropleura, un mille-pattes de 2 mètres de long,
rampent sur le sol en quête de détritus et de petits amphibiens. 1000 pattes plus grand qu'un homme adulte, voilà le type de rencontre que pouvait faire un tétrapode imprudent dans les marais de l'Illinois ou de la Pennsylvanie actuelle. Puis vient le Permien et avec lui l'assemblage définitif du supercontinent Pangée. Laurentia heurte le Gondwana au sud, fermant l'océan Iapetus et soulevant une nouvelle chaîne de montagnes. Les Appalaches centrales et méridionales. L'Amérique du Nord, coincée au cœur de cet immense bloc continental, subit un climat intérieur de plus en plus aride. De gigantesques déserts de sable rouge, semblables au Sahara actuel, recouvrent l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Dans cet environnement hostile émergent les premiers reptiles mammaliens, les synapsides. Dimétrodon, avec sa voile dorsale parcourue de vaisseaux sanguins, régule sa température en captant la chaleur du soleil matinal. Mais ce prédateur de 3 mètres de long n'a rien d'un dinosaure. Il est en réalité plus proche des mammifères que des reptiles. C'est un tueur aux dents de sabre avant l'heure, qui déchiquette les herbivores comme Edaphosaurus. Pourtant, cette domination prend fin brutalement. Il y a 252 millions d'années, en Sibérie, d'immenses épanchements volcaniques, les trappes de Sibérie, libèrent des millions de kilomètres cubes de lave et des gaz toxiques. L'effet de serre s'emballe, les océans deviennent acides et privés d'oxygène. 96% de la vie marine et 70% de la vie terrestre disparaissent. C'est la plus grande extinction de tous les temps. En Amérique du Nord, les déserts deviennent vides, les rivières empoisonnées. Il faudra des millions d'années pour que la vie reprenne vraiment pied. Le Trias voit une renaissance chaotique. La Pangée commence à se fracturer. À l'ouest du continent nord-américain, un rift déchire la croûte, amorçant ce qui deviendra l'océan Atlantique. Le climat est chaud, sec, les moussons irrégulières. Dans la région du plateau du Colorado, la formation de Shinle enregistre les sédiments de cette époque. On y trouve les premiers dinosaures d'Amérique du Nord. Coelophysi, un prédateur longiligne de 3 mètres, chasse en meute, comme en témoignent les ossements retrouvés au Ghost Ranch, au Nouveau-Mexique. Mais ces dinosaures ne sont pas encore les maîtres incontestés. Ils doivent partager les rivières avec des concurrents redoutables. Les phytosaures, des reptiles ressemblant à des crocodiles, atteignent 6 mètres de longueur et embusquent tout ce qui s'abreuve. Les aétosaures, cuirassés d'épaisses plaques osseuses, broutent la végétation basse. Les premiers ptérosaures, comme Eudimorphodon, prennent leur envol. La compétition est féroce pour la domination des écosystèmes terrestres. Chaque point d'eau est une arène potentielle. Chaque saison sèche décime les populations. C'est au Jurassique, il y a 150 millions d'années, que l'Amérique du Nord se transforme en un véritable royaume de géants. La fragmentation de la Pangée a modifié la circulation océanique, apportant de l'humidité. Dans ce qui deviendra l'Ouest américain, une vaste plaine d'inondations se crée, drainée par des fleuves et parsemée de lacs. C'est la formation de Morrison, l'un des gisements paléontologiques les plus riches au monde. Ici, les sauropodes ont atteint des tailles absurdes. Diplodocus, 30 mètres de long, balaie l'air de sa queue effilée pour dissuader les prédateurs. Brachiosaurus dresse son cou à 12 mètres de hauteur pour brouter les conifères. Mais ces herbivores ne sont jamais en sécurité. Allosaurus, le lion du Jurassique, rôde par bandes. Ses mâchoires, capables de s'ouvrir démesurément, infligent des morsures hémorragiques. On a retrouvé des vertèbres de stégosaures portant les marques exactes de ses dents. Stégosaurus se défend avec des lames caudales, le fameux tagomiseur, capable de transpercer la chair d'un agresseur. Dans ce monde, la survie se joue à chaque instant. Une fracture à une patte, une crue subite, une meute affamée, et c'en est fini du colosse. Pourtant, le pire danger ne venait ni des griffes ni des crocs. Il couvait sous terre. La dislocation de la Pangée n'était pas un processus paisible, mais une déchirure de la lithosphère, accompagnée de remontées magmatiques et de séismes incessants. L'Atlantique s'ouvrait, lentement, créant de nouvelles côtes, redessinant la géographie de l'Amérique du Nord. Ce bouleversement allait sceller le sort des espèces et façonner les périls à venir dans un continent qui n'avait pas fini de se réinventer. L'ouverture de l'océan Atlantique fut bien plus qu'un simple réaménagement cartographique. Elle changea radicalement la pression qui s'exerçait sur la croûte terrestre. Imaginez une vitre que l'on ploie jusqu'à la briser. La Pangée se fracturait le long de sutures fragiles et ces craquelures libéraient des panaches de magma venus des profondeurs du manteau. La côte est de l'Amérique du Nord, des actuelles provinces maritimes canadiennes jusqu'à la Floride, devint une immense cicatrice volcanique. Des coulées de basalte, visibles aujourd'hui dans les palissades du New Jersey, figèrent des éruptions qui déchiraient la terre. Mais c'est à l'ouest que le véritable danger se préparait. La plaque océanique Farallon, ancêtre de l'actuelle plaque pacifique, entamait une course folle contre la plaque nord-américaine.
Elle plongeait sous le continent dans une subduction effrénée, plus rapide qu'à aucune autre époque. Ce plongeon violent dans les entrailles de la Terre eut des conséquences directes sur la surface. L'eau contenue dans la croûte océanique s'infiltrait dans le manteau, abaissant le point de fusion des roches et générant des quantités astronomiques de magma. Ce magma, remontant vers la surface, donna naissance à une chaîne de volcans qui s'étirait du Mexique jusqu'en Alaska. C'est la naissance de la cordillère nord-américaine, l'échine de feu qui allait devenir les montagnes rocheuses. Pendant des dizaines de millions d'années, ce chapelet de volcans cracha des cendres et des gaz toxiques dans l'atmosphère. Des nuées ardentes, composées de roches incandescentes et de vapeurs surchauffées, dévalaient les pentes à des centaines de kilomètres/heure, stérilisant tout sur leur passage. Les forêts de conifères, de fougères et de cycas étaient régulièrement ensevelies, puis renaissaient de leurs cendres dans un cycle de destruction et de régénération. Cette activité tectonique intense ne se contentait pas de modifier le relief. Elle agissait comme une pompe à carbone, libérant du dioxyde de carbone et du méthane. L'effet de serre s'accentua, propulsant le climat mondial dans une phase de chaleur extrême que la Terre n'avait plus connue depuis le Permien. Les calottes glaciaires disparurent totalement. La planète devint une étuve. Le niveau des mers monta de plus de 200 mètres, noyant les marges continentales. C'est dans ce contexte qu'apparut l'un des phénomènes naturels les plus stupéfiants de l'histoire de l'Amérique du Nord. Au milieu du Crétacé, il y a environ 100 millions d'années, le niveau de la mer était si haut que les eaux de l'océan Arctique et du golfe du Mexique se rejoignirent. Elles engloutirent le centre du continent, créant une immense mer intérieure peu profonde, la voie maritime intérieure de l'Ouest, ou Western Interior Seaway. L'Amérique du Nord était coupée en deux masses terrestres distinctes, la Laramidie à l'ouest et l'Appalachie à l'est. Cette mer, large par endroits de plus de 1000 km, n'avait rien d'un long fleuve tranquille. Elle était le terrain de chasse le plus dangereux que les eaux aient jamais porté. Ces eaux chaudes et eutrophes grouillaient de poissons osseux géants comme Xiphacinus, un prédateur de 5 mètres de long capable d'avaler des proies entières. On a retrouvé des fossiles de ce monstre marin avec un poisson de 2 mètres prisonnier dans son estomac, témoignage d'une digestion interrompue par une suffocation mortelle. Mais Xiphacinus était lui-même une proie. Les requins, comme Cretoxyrina, le requin ginsu, atteignaient 7 mètres de long. Leurs dents tranchantes, semblables à des lames de rasoir, lacéraient les chairs et sectionnaient les os. Des vertèbres de reptiles marins portent encore les sillons parallèles laissés par ces mâchoires. Pourtant, le véritable maître de cette voie maritime était un reptile qui respirait l'air. Mosasaurus, un lézard marin apparenté au varan, pouvait atteindre 18 mètres de long. Sa mâchoire doublement articulée, comme celle d'un serpent, lui permettait d'engloutir des proies énormes. Il traquait les tortues géantes, archelons, les calmars et même d'autres mosasaures plus petits. Dans ce labyrinthe de récifs et de bancs de sable, chaque créature était la proie d'une autre, et la pression de la prédation sculptait des corps toujours plus rapides, toujours plus blindés, toujours plus mortels. Sur les terres de la Laramidie, à l'ouest, la pression n'était pas moins intense. Les plaines côtières, coupées de rivières à méandres, abritaient une diversité de dinosaures qui repoussaient les limites de la biologie. C'est ici que la course aux armements entre prédateurs et proies atteignit son paroxysme. Les cératopsiens, comme Triceratops, développèrent des collerettes osseuses massives et des cornes frontales capables de perforer le blindage d'un char d'assaut. Les ankylosaures, comme Ankylosaurus, se transformèrent en forteresses vivantes, dotées de plaques osseuses soudées et d'une massue caudale pouvant briser les pattes d'un agresseur. Ces défenses n'avaient rien d'excessif. Elles étaient la réponse à la pression exercée par les prédateurs les plus perfectionnés de l'évolution. Car c'est dans la Laramidie que rôdait le Tyrannosaure rex. T-Rex n'était pas un simple charognard, mais un chasseur actif, capable de broyer des os grâce à une force de morsure de plus de 6 tonnes, la plus puissante de tout le règne animal terrestre. Sa vision binoculaire lui offrait une perception de la profondeur supérieure à celle d'un aigle. Moderne. Il pouvait courir à près de 30 km/h, assez pour rattraper un hadrosaure adulte. Chasser en Laramidie, c'était évoluer sous la menace constante d'une mort par écrasement. Mais la pression qui s'accumulait ne venait pas seulement des crocs et des griffes. Elle venait du sol même, et elle allait bientôt tout engloutir. Les forces tectoniques qui avaient ouvert l'Atlantique et soulevé les Rocheuses n'avaient pas relâché leur emprise. Au contraire, la subduction de la plaque Farallon s'accélérait et le magma s'accumulait en vastes chambres sous la surface. Dans le centre de l'actuel Montana, dans le Wyoming, le Colorado, d'immenses panaches mantéliques chauffaient la lithosphère, la bombant comme un dôme. C'est le prélude d'une activité volcanique qui allait changer la face du monde.
Les premières fissures apparurent dans le sol, libérant des geysers de vapeur et de cendres. La pression était telle que des blocs de croûte entiers se soulevaient et s'effondraient, créant des bassins d'effondrement où s'accumulaient des sédiments riches en fossiles. Les dinosaures continuaient de vivre, de se reproduire et de mourir, inconscients que le socle sur lequel ils régnaient était en train de se fracturer irrémédiablement. Cette pression atteignit un premier point de rupture il y a 66 millions d'années. Dans ce qui est aujourd'hui l'Inde, un autre supervolcan, le Deccan, entra en éruption. Pendant des milliers d'années, il vomit des millions de kilomètres cubes de lave, libérant des quantités colossales de dioxyde de soufre et de carbone. Le climat devint chaotique, pluies acides, refroidissement temporaire suivi d'un réchauffement brutal. Les écosystèmes de la voie maritime intérieure commencèrent à suffoquer, mais le véritable cataclysme n'était pas encore arrivé. Il se cachait au-dessus de leur tête, dans l'immensité silencieuse du cosmos. Un fragment de roche et de métal de 12 km de diamètre, survivant de la formation du système solaire, avait croisé l'orbite de la Terre. Son point de chute, le golfe du Mexique, près de la péninsule du Yucatan. La trajectoire était fatale. L'impact allait libérer en un instant l'énergie de plusieurs milliards de bombes atomiques. L'Amérique du Nord, épicentre de cet apocalypse, s'apprêtait à vivre ses heures les plus sombres, un basculement si brutal que la lumière du soleil en serait obscurcie et que la chaîne alimentaire mondiale s'effondrerait en quelques heures. Ce qui allait suivre n'avait jamais été vu sur Terre et ne le serait jamais plus. En une fraction de seconde, l'histoire de la vie sur Terre bascula. L'astéroïde, un bloc de chondrite carboné d'une douzaine de kilomètres de large, heurta les eaux peu profondes du golfe du Mexique avec une vitesse de 20 km par seconde. L'énergie libérée fut équivalente à 100 000 milliards de tonnes de TNT, soit plusieurs milliards de fois la bombe d'Hiroshima. La première révélation de cette catastrophe, écrite dans la roche, c'est que l'impact ne se limita pas à un simple cratère. Le bolide perça la croûte terrestre comme une balle traverse une vitre, pulvérisant instantanément le socle granitique et projetant une colonne de débris incandescents à plus de 100 km d'altitude. Un flash lumineux d'une intensité aveuglante irradia le continent, carbonisant toute forme de vie à des centaines de kilomètres à la ronde. Puis vint l'onde de choc sismique, d'une magnitude dépassant 11 sur l'échelle ouverte de Richter, qui secoua la planète entière, déclenchant des glissements de terrain sous-marins et les éruptions volcaniques qui couvaient. En quelques minutes, un méga-tsunami d'une hauteur estimée à 1,5 km déferla sur les côtes du Texas actuel, balayant les forêts côtières et les troupeaux d'hadrosaures et déposant des blocs de roches à l'intérieur des terres. Mais ce n'était que le premier acte. La véritable apocalypse commença lorsque les éjectats, ces milliers de kilomètres cubes de roches vaporisées et de gouttelettes de carbonate, retombèrent dans l'atmosphère. Chaque particule se transforma en une minuscule étoile filante chauffée à blanc, et le ciel tout entier se mit à rougeoyer. La chaleur radiative cumulée enflamma les forêts du monde entier. Les preuves géologiques de cet incendie planétaire ont été retrouvées. De la suie enrichie en iridium et une couche de fougères pionnières qui colonisèrent aussitôt les sols calcinés. Cette couche de suie, présente dans les sédiments de la limite Crétacé-Paléogène du monde entier, démontre que l'incendie fut global, instantané et dévastateur. Pour l'Amérique du Nord, située à proximité immédiate du point d'impact, l'enfer fut encore plus total. Les débris rocheux éjectés dans l'espace suborbital retombèrent en pluie sur le continent, formant une couche de tectite et de quartz choqué que l'on retrouve aujourd'hui du Montana au Nouveau-Mexique. Mais le pire restait à venir. L'astéroïde avait percuté une région riche en évaporites, des roches de gypse et de calcaire riches en soufre. En se vaporisant, ces minéraux libérèrent des centaines de gigatonnes de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone directement dans la stratosphère. Les aérosols de sulfate enveloppèrent la planète d'un voile opaque, bloquant la lumière solaire. Le jour devint une pénombre crépusculaire permanente. Les plantes cessèrent de photosynthétiser. La chaîne alimentaire, des microalgues marines aux gigantesques sauropodes, s'effondra comme un château de cartes. Les relevés paléontologiques sont sans appel. Les océans devinrent des déserts biologiques pendant des décennies. En Amérique du Nord, la voie maritime intérieure de l'Ouest, déjà asphyxiée par les éruptions du Deccan, devint une tombe d'eau stagnante, acide et privée d'oxygène. Les ammonites, qui pullulaient depuis 400 millions d'années, disparurent totalement. Les mosasaures, les plésiosaures, les reptiles marins géants, anéantis. Sur Terre, plus aucune trace de dinosaures non aviaires n'a jamais été retrouvée au-delà de la mince couche d'argile qui marque cette limite géologique. Cette couche d'argile est la clé de voûte de la révélation scientifique. Pendant des décennies, les paléontologues s'étaient affrontés sur les causes de la disparition des dinosaures.
Certains invoquaient une lente dégradation climatique, d'autres une épidémie, d'autres encore une compétition avec les mammifères. Mais en 1977, le géologue Walter Alvarez, alors qu'il étudiait une couche sédimentaire près de Gubbio, en Italie, tomba sur une anomalie chimique qui allait réécrire l'histoire. Une fine strate d'argile noire, épaisse d'à peine 1 centimètre, contenait une concentration d'iridium 30 fois supérieure à la normale. L'iridium, un métal du groupe du platine, est extrêmement rare dans la croûte terrestre, mais abondant dans les météorites et les astéroïdes. Alvarez et son père, le physicien Luis Alvarez, émirent une hypothèse audacieuse. Un astéroïde géant avait frappé la Terre, et ce cataclysme unique avait provoqué l'extinction massive de la fin du Crétacé. La publication de leur théorie, en 1980, dans la revue Science, déclencha un séisme dans la communauté scientifique. Les critiques fusèrent. Beaucoup de paléontologues rétorquèrent que les extinctions semblaient graduelles, que les dinosaures déclinaient déjà, et qu'une cause extraterrestre était trop commode. La controverse fit rage pendant une décennie. La pièce maîtresse manquait encore, le cratère d'impact. Sans lui, l'hypothèse restait spéculative. Mais en 1991, les géophysiciens Antonio Camargo et Glenn Penfield, analysant des données de prospection pétrolière dans le golfe du Mexique, révélèrent l'existence d'une structure circulaire enfouie de 180 km de diamètre, centrée sur le village de Chicxulub, dans le Yucatan. Des forages ultérieurs confirmèrent la présence de quartz choqué, de tectite et de roches fondues par l'impact, le tout daté de 66 millions d'années, très exactement l'âge de la couche d'iridium. La boucle était bouclée. L'astéroïde tueur avait bien existé, et son impact avait coïncidé avec la disparition des dinosaures. Pourtant, malgré l'élégance de cette démonstration, les premières failles dans le récit simple apparurent rapidement. Les forages dans les sédiments du cratère de Chicxulub et l'étude détaillée des couches frontières montrèrent que l'impact n'avait pas agi seul. Il y avait un autre acteur, un tueur à l'action plus lente, dont les premières émissions avaient commencé bien avant la chute du corps céleste. Les Traps du Décan, en Inde, étaient entrés en éruption massive depuis des centaines de milliers d'années. Ces volcans avaient déjà injecté dans l'atmosphère d'immenses quantités de gaz à effet de serre et d'aérosols soufrés, provoquant des oscillations climatiques brutales entre réchauffement et refroidissement. Les écosystèmes de la fin du Crétacé n'étaient donc pas dans un état de stabilité parfaite. Les plantes à fleurs, les angiospermes, étaient en train de supplanter les anciennes flores de conifères et de fougères. Les pollinisateurs et les insectes herbivores se réorganisaient. Et dans les archives fossiles de la formation de Hell Creek, dans le Montana, les chercheurs découvrirent un indice troublant. Hell Creek est l'un des rares endroits au monde où l'on peut suivre la vie des dinosaures mois après mois avant l'impact. Les sédiments de rivière y ont conservé les ossements de Triceratops, de Tyrannosaure rex, d'Edmontosaurus et de bien d'autres créatures. Une étude minutieuse de la diversité des espèces, menée par des paléontologues comme Peter Sheehan et David Fastovsky, a montré que le nombre d'espèces de dinosaures dans cette région semblait stable jusqu'à la toute fin. Mais d'autres équipes, utilisant des méthodes statistiques différentes, ont suggéré que la diversité des grands herbivores, la base de la chaîne alimentaire, était peut-être en déclin depuis 1 à 2 millions d'années avant l'impact. La question est cruciale, si les dinosaures étaient déjà en mauvaise posture, l'astéroïde n'aurait été que le coup de grâce. S'ils étaient florissants, ils seraient le seul et unique coupable. Et puis, il y a une découverte encore plus dérangeante. Certains modèles géophysiques récents indiquent que les ondes sismiques de l'impact de Chicxulub, d'une puissance phénoménale, auraient pu se propager à travers le manteau terrestre et se focaliser aux antipodes, précisément dans la région du Décan. L'impact aurait, en quelque sorte, décuplé l'activité volcanique, provoquant une recrudescence brutale des éruptions dans les millénaires qui ont suivi. La couche de lave la plus épaisse des Traps du Décan semble en effet s'être mise en place juste après l'impact. La Terre aurait donc subi un double choc, une synergie mortelle entre le feu du ciel et le feu des profondeurs. Le débat fait rage dans la communauté scientifique. L'image d'un astéroïde solitaire, assassin unique des dinosaures, s'estompe pour laisser place à un scénario plus complexe, plus effrayant, où la biosphère aurait été prise en étau entre 2 cataclysmes. Mais même cette vision en noir et blanc ne nous dit pas tout de ce qui s'est réellement passé dans les heures et les jours qui ont suivi l'impact, car ce qui s'est joué ensuite dans l'obscurité glacée dépasse l'entendement. Les heures qui suivirent l'impact de Chicxulub défient toute échelle humaine. Dans un rayon de 1000 km autour du point zéro, l'onde de choc atmosphérique se propagea à une vitesse supersonique, rasant les forêts de la côte du Golfe comme un rasoir cosmique. Les arbres furent arrachés du sol, pulvérisés,
et projeté dans l'air avec les carcasses de dinosaures et les débris rocheux. Ce mur de vent, chargé de projectiles brûlants, se déplaça à travers le continent, traversant le Kansas actuel en quelques minutes à peine. Mais l'onde de choc ne fut que le premier des fléaux. La pluie de roches éjectées, des sphérules de verre et des fragments de croûte terrestre commença à retomber sur une zone encore plus vaste, s'étendant jusqu'au contrefort des Rocheuses et à l'actuelle côte atlantique. Chaque particule, chauffée à blanc lors de sa sortie de l'atmosphère, incendia tout sur son passage en retombant. Un orage de feu global s'alluma en quelques instants. Les forêts de conifères et de fougères de la Laramidie, déjà étouffantes de chaleur, s'embrasèrent en une gigantesque tempête de flammes qui consuma toute la biomasse végétale. Les dinosaures qui n'avaient pas été tués par le souffle furent piégés par les incendies, incapables de fuir un front de flammes qui avançait plus vite qu'eux. Leurs ossements calcinés, retrouvés dans les dépôts de la formation de Hell Creek, portent encore les traces de cette cuisson instantanée. Au-dessus de cette fournaise, un panache titanesque d'éjecta s'élevait, occultant entièrement le ciel. En moins d'une heure, l'Amérique du Nord fut plongée dans une obscurité totale, plus noire que la nuit la plus profonde, car même les étoiles étaient masquées par les cendres en suspension. Les températures chutèrent de manière fulgurante. La chaleur résiduelle des incendies fut rapidement dissipée, et un froid mordant s'installa. Les modèles climatiques les plus récents simulent une baisse des températures globales de près de 20 degrés Celsius en quelques jours seulement. Les eaux côtières du Golfe, encore bouillonnantes après l'impact, connurent un refroidissement brutal qui tua les récifs coralliens survivants. La glace descendit des pôles et des chaînes de montagnes. Des chutes de neige soufrées, jaunâtres et acides recouvrirent les plaines, ce qui n'avait pas brûlé gela. L'Amérique du Nord était devenue un congélateur obscur, un linceul de cendres et de givre. Dans cette nuit artificielle, la photosynthèse s'arrêta. Le phytoplancton des océans, base de toute la chaîne alimentaire marine, mourut en masse en quelques semaines, privant de nourriture les filtreurs, puis les poissons, puis les grands prédateurs marins. Sur Terre, les plantes cessèrent de pousser. Les grands herbivores comme Triceratops ou Edmontosaurus, qui avaient pu survivre à l'impact initial, se retrouvèrent condamnés à une lente agonie par inanition. L'effondrement de la chaîne alimentaire prit une forme implacable. En l'absence de végétation, les troupeaux d'herbivores se dispersèrent et périrent. Leurs cadavres gelés nourrirent brièvement les charognards et les petits prédateurs, mais cette manne se tarit en quelques mois. Les tyrannosaures, privés de proie, disparurent à leur tour. La couche limite KPG, cette fine strate d'argile noire qui scelle le Crétacé, ne contient pas un seul os de dinosaure non aviens. Tout s'est éteint en un clin d'œil géologique. Pourtant, dans cet enfer absolu, des poches de vie persistèrent. L'étude des fossiles de la toute fin du Crétacé et du début du Paléogène montre que certaines créatures traversèrent l'extinction. Les tortues d'eau douce survécurent en grand nombre. Les poissons d'eau douce, protégés dans les lacs et les rivières où la matière organique continuait d'affluer sous forme de débris, tinrent bon. Les crocodiliens, les champsosaures, ces reptiles aquatiques aux allures de gavial, survécurent également. Le secret de leur résilience résidait dans leur métabolisme à sang froid et leur capacité à jeûner pendant des mois. Ils pouvaient attendre, tapis dans la vase, que la vie reprenne. Les mammifères, de leur côté, détenaient un avantage décisif: leur petite taille. Les ancêtres des primates, des ongulés et des carnivores, qui ne pesaient que quelques centaines de grammes, trouvaient refuge dans des terriers souterrains où la température était plus stable. Ils se nourrissaient de graines, de racines, d'insectes et de charognes, exploitant les ressources que les colosses ne pouvaient plus atteindre. Les insectes, dont beaucoup se nourrissent de bois mort et de détritus, proliférèrent après l'incendie, fournissant une source de protéines aux petits survivants. Mais la survie de certains groupes et l'anéantissement complet d'autres posaient une énigme. Pourquoi les oiseaux, ces dinosaures à plumes, survécurent-ils alors que leurs cousins non aviens disparurent? Les fossiles montrent que seuls les oiseaux du groupe des néornites, les ancêtres de tous les oiseaux modernes, passèrent le cap. Une nouvelle hypothèse, fondée sur des études ostéologiques, suggère que ces survivants possédaient un bec édenté, contrairement à la plupart des oiseaux à dents qui, eux, s'éteignirent. Le bec, plus léger et plus polyvalent, leur aurait permis de se nourrir des seules ressources disponibles dans l'obscurité. Les graines enfouies dans le sol. Les archives fossiles de la limite KPG révèlent d'ailleurs un pic des fougères. Juste au-dessus de la couche d'iridium, on observe une prolifération soudaine et massive des spores de fougères, plantes pionnières qui colonisent les sols dévastés par le feu. Ce pic, présent dans le monde entier, indique que les forêts de conifères furent remplacées par des broussailles de fougères,
avant que d'autres espèces d'arbres ne réapparaissent. Mais pour que les fougères recolonisent le continent, il fallait bien que la lumière revienne. Et c'est là que le tableau se complique. Les modèles climatiques prédisaient un hiver d'impact d'une durée de quelques mois à 2 ans, le temps que les aérosols sulfurés retombent. Mais les traces géologiques racontent une autre histoire. Dans les sédiments de la formation de Fort Union, dans le Dakota du Nord, des blocs de roches déposés par un tsunami ont été retrouvés, mêlés à des poissons d'eau douce fossilisés, avec des sphérules de verre encore incrustées dans leurs branchies. Ce dépôt, d'une violence inouïe, est surmonté d'une couche d'argile contenant une forte concentration de suie et de matière organique brûlée. L'analyse de ces couches montre que les perturbations climatiques durèrent bien plus longtemps que prévu. Les éjectats riches en soufre ne se contentèrent pas de voiler le soleil. Ils catalysèrent aussi des réactions chimiques dans la stratosphère, détruisant la couche d'ozone et laissant passer des doses létales de rayonnement ultraviolet. Pendant des décennies, la vie à la surface fut soumise à un bombardement mutagène. La couche de suie elle-même, en restant en suspension dans la haute atmosphère, prolongea l'obscurité et le froid. Un hiver d'impact qui devait durer 2 ans s'étira peut-être sur une vingtaine d'années, anéantissant toute tentative de redémarrage de la photosynthèse océanique. Cette persistance interminable de l'obscurité jette une ombre sur la théorie du seul astéroïde. Les calculs montrent qu'un impact comme Chicxulub, à lui seul, ne peut expliquer une perturbation climatique aussi longue. Il faut un apport continu de gaz à effet de serre pour maintenir le chaos atmosphérique. C'est ici que l'ombre du Deccan plane à nouveau. Les éruptions en Inde ne se sont pas arrêtées le jour de l'impact. Les coulées de lave, parmi les plus volumineuses de l'histoire de la Terre, se sont poursuivies pendant des centaines de milliers d'années. Les carottes sédimentaires prélevées au fond de l'océan Atlantique Sud montrent que chaque pulse volcanique du Deccan correspond à une bouffée de réchauffement brutal due au dioxyde de carbone, suivie d'un refroidissement lié aux aérosols soufrés. La Terre était donc déjà prise dans une oscillation thermique infernale avant l'impact. L'astéroïde aurait agi comme un déclencheur, synchronisant toutes les crises en un seul instant fatal. L'Amérique du Nord, épicentre de l'impact, ne fut ainsi pas seulement victime du projectile venu de l'espace, mais aussi de la colère des profondeurs. La subduction de la plaque Farallon sous les Rocheuses n'avait jamais cessé, et les supervolcans de la région, tels que celui de l'actuel Yellowstone, commençaient à montrer des signes d'activité. Des dômes de magma se formaient sous le Wyoming, prêts à exploser dans ce qui allait devenir l'un des plus grands épanchements volcaniques du Tertiaire. Pourtant, malgré ces preuves convergentes, le débat n'est pas clos. En 2019, une découverte dans la mer du Nord vint raviver les braises de la controverse. Des forages pétroliers révélèrent un autre cratère d'impact, baptisé Silver Pit, daté d'environ 65 millions d'années. Et en Ukraine, le cratère de Boltych, lui aussi daté de cette période, témoignait qu'un second astéroïde avait peut-être frappé la Terre dans les millénaires suivant Chicxulub. La fin du Crétacé n'aurait donc pas été un seul coup de tonnerre, mais une véritable tempête de bolides, un bombardement céleste dont l'histoire n'a gardé que les cicatrices les plus profondes. L'Amérique, déjà à terre, aurait subi une série de coups de grâce, rendant toute renaissance impossible pendant des millénaires. La question qui se pose alors, et qui fait vaciller l'interprétation acceptée, n'est plus de savoir ce qui a tué les dinosaures, mais de comprendre pourquoi, et surtout comment la vie a bien pu survivre à un tel enchaînement de cataclysmes convergents. C'est en cherchant la réponse au fond des roches qu'un chapitre encore plus dévastateur allait se révéler, un danger qui ne venait ni du ciel ni du magma, mais du gel lui-même. Ce danger, les géologues le découvrirent en étudiant non pas l'extinction elle-même, mais la lente convalescence qui suivit. Dans les strates sédimentaires du Wyoming, du Dakota et du Colorado, une vérité glaçante émergea. Après l'incendie planétaire et l'hiver d'impact, la Terre avait connu un rebond thermique fulgurant. Le dioxyde de carbone libéré par le cataclysme étouffait l'atmosphère. Les températures mondiales grimpèrent de près de 10 degrés en quelques milliers d'années. L'Amérique du Nord, libérée du poids des dinosaures, se couvrit de jungles marécageuses, d'eau saumâtre et de forêts tropicales. Des crocodiles géants, comme Borealosuchus, remontèrent jusqu'au cercle polaire. C'était le Paléocène, et pour la première fois depuis des centaines de millions d'années, le continent semblait respirer. Mais sous cette renaissance explosive, un piège se refermait déjà. La tectonique des plaques, cette force aveugle qui avait assemblé et brisé la Pangée, continuait d'œuvrer dans l'ombre. L'Amérique du Nord dérivait inexorablement vers le nord-ouest, et cette dérive allait la jeter dans les bras d'un ennemi bien plus patient que la météorite, le froid. Le mécanisme était enclenché à des milliers de kilomètres de là.
La plaque sud-américaine se détachait définitivement de l'Antarctique, ouvrant le passage de Drake. La plaque australienne s'écartait elle aussi, libérant un couloir maritime autour du pôle sud. Pour la première fois, un courant océanique circumpolaire continu se mit en place. Ce courant, le plus puissant de la planète, isola thermiquement l'Antarctique du reste du monde. L'air chaud des tropiques ne pouvait plus l'atteindre. La calotte glaciaire, qui n'avait été qu'un souvenir depuis le Permien, commença à recouvrir le continent blanc. Ce basculement, survenu à la fin de l'Éocène il y a 34 millions d'années, eut une conséquence directe sur l'Amérique du Nord. Le refroidissement global de l'océan modifia les courants atlantiques. Le Gulf Stream, cette artère chaude qui baigne les côtes est, se contracta. Le continent, livré aux masses d'air polaire descendant du Canada, commença à perdre ses forêts tropicales au profit de savanes arborées et de prairies. C'est dans ces prairies que les mammifères écrivirent leur revanche. Affamés, agiles, endurants, ils remplacèrent les reptiles disparus avec une rapidité stupéfiante. Dans le Nebraska actuel, les plaines virent apparaître des brontotères, des rhinocéros massifs aux cornes en forme de fronde, piétinant le sol de leurs pattes épaisses. Des chevaux primitifs, comme Mesohippus, galopaient en troupeau, traqués par des prédateurs qui n'avaient rien à envier aux dinosaures théropodes. Andrewsarchus, un carnivore ongulé de 4 mètres de long, doté d'un crâne d'1 mètre de long, régnait sur les plaines du Nord. Sa mâchoire, capable de broyer les os des jeunes brontotères, incarnait la nouvelle violence du monde mammalien. Mais le véritable architecte de la peur était encore à venir. Dans les forêts claires, un oiseau géant incapable de voler, Gastornis, se dressait sur 2 mètres de haut. Armé d'un bec tranchant comme une hache, il guettait les petits mammifères qui s'aventuraient hors des fourrés. L'écosystème était redevenu un champ de bataille, mais un champ de bataille où la survie dépendait désormais de la capacité à conserver la chaleur. Car inexorablement, le thermomètre planétaire continuait de chuter. Au Miocène, l'expansion des calottes glaciaires antarctiques aspira l'eau des océans, abaissant le niveau marin. L'Amérique du Nord, de plus en plus massive, vit ses côtes reculer et son intérieur s'assécher. Les vastes forêts marécageuses qui recouvraient le Wyoming cédèrent la place à un tapis d'herbe qui s'étendait à perte de vue. La silice contenue dans ces herbes, les phytolithes, agit comme du papier de verre sur l'émail dentaire. Pour survivre, les herbivores durent développer des dents à croissance continue, toujours plus hautes, toujours plus complexes. Les chevaux et les bisons primitifs se mirent à ruminer, à broyer, à mâcher sans relâche, fuyant perpétuellement les meutes de chiens sauvages, les borophaginés, qui déchiraient leurs flancs. La prédation devint une course d'endurance. Les canidés, comme Épicion, pouvaient courir des heures, épuisant leur proie avant de la dévorer vivante. Mais la pression la plus formidable restait tapie, non pas dans les crocs, mais dans le sol. Le continent se soulevait. Sous la poussée de la plaque Farallon, les Rocheuses entamaient une seconde phase de surrection. L'immense plateau du Colorado se bombait, se fracturait, s'élevait de 3000 mètres. Ce soulèvement colossal perturba les courants atmosphériques, créant un effet de mur climatique. L'air humide du Pacifique déchargeait sa pluie sur les sommets, laissant les grandes plaines dans une ombre pluviométrique de plus en plus aride. Les lacs intérieurs s'asséchèrent. Les dépôts de sel accumulés au fond des bassins témoignent de cette évaporation massive. Pour les troupeaux de mammouths et de mastodontes qui commençaient à traverser le détroit de Bering depuis l'Asie, ces plaines étaient un piège mortel. La nourriture s'y faisait rare en saison sèche, et les points d'eau, concentrant toute la vie, devenaient des arènes où les prédateurs n'avaient qu'à attendre. Ce fut là, dans la fournaise estivale et le blizzard hivernal des Grandes Plaines, que naquit le tueur le plus perfectionné que l'Amérique du Nord ait jamais enfanté. Smilodon, le tigre à dents de sabre. Mais le vrai fléau du froid n'avait pas encore frappé. Il y a 2 600 000 années, la Terre entrait dans le Pléistocène, une période géologique où l'orbite terrestre, oscillant selon les cycles de Milankovitch, plongeait le monde dans des ères glaciaires récurrentes. L'Amérique du Nord, par sa position géographique, devint l'épicentre du gel. Une masse de glace, la calotte Laurentide, commença à croître sur le bouclier canadien. Elle engloutit les monts Torngat, les Laurentides, recouvrit le site actuel de Chicago, de New York, jusqu'à la latitude du Missouri. 3 kilomètres d'épaisseur de glace, un poids si énorme que la croûte terrestre s'enfonça de plusieurs centaines de mètres sous la pression. Ce bouclier blanc chassait devant lui un air polaire d'une sécheresse absolue. Les forêts furent réduites à une toundra clairsemée de saules nains et de mousses. Les créatures qui ne migraient pas vers le sud devaient s'adapter ou périr. Dans cet enfer blanc, le mammouth laineux devint roi. Avec sa toison épaisse de 90 cm, ses défenses spiralées capables d'écarter la neige pour trouver l'herbe gelée en dessous,
Il arpentait les steppes à mammouth qui s'étendaient de l'actuelle France jusqu'au cœur du Nebraska. À ses côtés, le mastodonte américain, plus trapu, aux défenses droites, se nourrissait des branches de conifères. Pour chasser de telles proies, les canidés se muèrent en loups sinistres, canidiru, plus massifs et plus redoutables que le loup gris actuel. Armés de mâchoires capables de briser les os longs des bisons, ils chassaient en meute de 30 à 40 individus, une force collective contre laquelle même un mammouth isolé ne pouvait rien. Mais au sommet de la pyramide de la peur trônait Arctodus simus, l'ours à face courte. Dressé sur ses pattes arrière, il culminait à 3,50 m. Pesant près d'une tonne, c'était le plus grand carnivore terrestre que le continent ait jamais porté depuis la disparition du T-Rex. Ses longues pattes fines lui permettaient de courir vite et de parcourir de vastes distances, volant les proies des autres prédateurs ou s'attaquant directement aux jeunes paresseux géants. Les paresseux géants, justement, Megatherium et Eremotherium, avaient quitté l'Amérique du Sud lors du grand échange faunique, quand l'isthme de Panama avait émergé il y a 3 millions d'années. Véritable montagne de muscles et de griffes, ils pouvaient déchirer un tronc d'arbre ou éventrer un smilodon d'un seul coup de patte. Leur seule défense était leur taille, jusqu'à 6 mètres de haut. Mais dans le monde implacable du Pléistocène, la taille n'était qu'un sursis. Car le véritable tueur n'avait pas de crocs, mais des lames de glace. Pendant les phases de réchauffement interglaciaire, comme celles que nous connaissons aujourd'hui, la fonte brutale de la calotte laurentide créait des lacs proglaciaires immenses, retenus par des barrages de glace fragiles. Le lac Missoula, à l'ouest du Montana, contenait plus de 2000 km3 d'eau, soit le volume du lac Erie. Quand le barrage de glace cédait, une vague de dévastation soudaine, un mur d'eau de 600 mètres de haut, dévalait les vallées à 120 km/h. Ce raz-de-marée d'eau douce, chargé de blocs de glace et de rochers, racla le sol jusqu'à la Roche-Mère, creusant les Channeled Scablands de l'État de Washington, un paysage lunaire de canyons et de cataractes asséchées. En quelques heures, des troupeaux entiers de mammouths, de bisons antiques et de chevaux sauvages furent noyés, broyés, et leurs carcasses dispersées sur des centaines de kilomètres. Ce cataclysme ne se produisit pas une fois, mais des dizaines de fois, à chaque oscillation climatique. La vie sur ce continent ne dépendait plus seulement de la chance ou de la force, mais de la capacité à fuir l'impensable, une menace totalement invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, tous ces dangers, les glaces, les inondations, les prédateurs, n'étaient que les gardiens d'un seuil que personne n'avait encore franchi. La dernière glaciation commença il y a 115 000 ans. L'eau des océans, piégée dans les glaciers, abaissa le niveau de la mer de 120 mètres. Une vaste plaine émergea entre l'Asie et l'Alaska. La Béringie, un pont de terre de 1600 km de large, balayé par des vents secs mais libres de glace. C'était une steppe herbeuse où paissaient les mammouths, les chevaux et les bisons, et où rôdaient les loups et les lions des cavernes. Et pour la première fois, un nouveau prédateur posa le pied sur cette terre. Un prédateur qui ne venait pas armé de crocs longs comme des sabres, ni de griffes acérées, mais d'une technologie de pierre taillée et d'un langage complexe. Ce prédateur, c'était l'homme. Son arrivée, rendue possible par le gel qui avait abaissé les mers, allait déclencher une extinction plus rapide et plus radicale que tous les volcans et tous les astéroïdes réunis. L'arrivée des premiers humains en Amérique du Nord ne fut pas une invasion tonitruante, mais une lente infiltration. Pendant des millénaires, de petits groupes de chasseurs-cueilleurs venus de Sibérie suivirent les troupeaux de mammouths et de bisons à travers la Béringie. Ils ne savaient rien de la géologie, rien du fait qu'ils posaient le pied sur un continent vierge d'humanité depuis toujours. Pour eux, ce n'était qu'une extension de la steppe asiatique, un territoire de chasse comme les autres. Mais pour la mégafaune américaine, leur arrivée fut un cataclysme biologique sans précédent. Contrairement aux animaux d'Afrique ou d'Eurasie, les mammouths colombiens, les paresseux géants, les mastodontes et les chevaux sauvages d'Amérique n'avaient jamais coévolué avec l'homme. Ils n'avaient aucune peur instinctive de ce bipède frêle qui s'approchait avec un bâton pointu. Cette naïveté écologique les condamnait. Les équations écologiques modernes montrent que l'extinction de la mégafaune ne nécessitait pas un massacre de masse. Il suffisait de prélever 1% de la population par an, un taux de chasse tout à fait soutenable pour des tribus humaines en expansion, pour anéantir une espèce entière en quelques siècles. Chaque femelle adulte abattue, c'était un veau qui ne naîtrait jamais, une génération perdue. En Amérique du Nord, l'extinction fut foudroyante. Les preuves archéologiques de cette rencontre fatidique sont aujourd'hui bien documentées. Les sites Clovis, du nom de la ville du Nouveau-Mexique, où furent découvertes les premières pointes de l'anse cannelée,
témoignent d'une culture de chasseurs de gros gibier qui se répandit à travers tout le continent en quelques siècles, il y a 13 000 ans. À Blackwater Draw, au Nouveau-Mexique, on a exhumé des squelettes de mammouths colombiens transpercés de pointes Clovis, souvent les côtes brisées par des lances propulsées à l'aide d'atlatls. À Dan, dans le Colorado, les os d'une douzaine de jeunes mammouths gisaient autour d'un point d'eau, tués ensemble. À Colby, dans le Wyoming, des chasseurs avaient empilé des carcasses de mammouths dans un ravin, peut-être pour conserver la viande sous la neige. Ces charniers ne sont pas des accidents de chasse isolés. Ils révèlent une stratégie systématique d'abattage, ciblant les points d'eau et les zones de passage, décimant les groupes familiaux entiers. Les conséquences sur l'écosystème furent immédiates et en cascade. Les mammouths et les mastodontes étaient des ingénieurs de l'environnement. En abattant les arbres, en piétinant les jeunes pousses, en dispersant les graines, ils maintenaient la steppe herbeuse ouverte, empêchant la forêt boréale de s'étendre. Leur disparition libéra la croissance des arbres. Le pollen fossile conservé dans les tourbières d'Amérique du Nord montre une transition rapide de la prairie à la forêt mixte, puis à la forêt dense. Les chevaux sauvages, les bisons antiques et les camélidés, qui dépendaient de l'herbe rase, virent leur habitat se réduire comme peau de chagrin. Eux aussi furent chassés, mais même sans la pression humaine directe, la modification du paysage les aurait condamnés. Les prédateurs spécialisés, incapables de s'adapter à la disparition de leur proie, s'effondrèrent. Le lion d'Amérique, le guépard américain, le loup sinistre, l'ours à face courte, tous disparurent en l'espace de 2000 ans. Smilodon fatali, le tigre à dents de sabre, constitue un cas d'école. L'analyse isotopique de ces os, menée sur les fossiles des puits de goudron de la Brea, à Los Angeles, révèle qu'il chassait préférentiellement les jeunes mammouths et les paresseux terrestres. Quand ses proies se raréfièrent, Smilodon ne put pas se rabattre sur les cerfs ou les antilopes, trop rapides pour sa morphologie trapue. Ses canines, véritables couteaux à viande, lui permettaient d'égorger des proies massives, mais elles étaient si fragiles qu'il ne pouvait pas s'attaquer aux bisons adultes sans risquer de les briser. Pris au piège évolutif, il fut le premier grand félin à succomber. La Brea nous offre une chronique macabre de cette agonie. Les fossiles de Smilodon deviennent soudainement plus frêles, présentant des pathologies osseuses, des fractures mal ressoudées et des signes de malnutrition chronique. Les félins mouraient jeunes, affamés, tombant dans les mares de bitume où ils espéraient piéger un gibier devenu fantôme. Face à cette hécatombe, les paléontologues ont longtemps débattu. L'hypothèse du blitzkrieg préhistorique, formulée par Paul S. Martin dans les années 60, attribuait la responsabilité exclusive aux chasseurs humains. Son modèle mathématique prédisait qu'une vague humaine avançant de 16 km par an depuis le corridor libre de glace de l'Alberta pouvait avoir exterminé toute la mégafaune en moins d'un millénaire. Les dates d'extinction des grands mammifères coïncident en effet étonnamment bien avec l'apparition des pointes Clovis. Mais les critiques objectèrent aussitôt le manque de sites de boucherie pour certaines espèces. Si les humains ont tué tous les paresseux géants, où sont les traces de découpe sur leurs os? Les progrès récents de la génétique et de la datation au radiocarbone ont complexifié le débat. Les études de l'ADN ancien extraits d'ossements de mammouths et de mastodontes montrent que certaines populations étaient déjà en déclin génétique bien avant l'arrivée des Clovis. Elles souffraient de consanguinité, signe d'un effondrement démographique antérieur, probablement lié aux changements climatiques brutaux de la fin du Pléistocène. La découverte de sites pré-Clovis, comme celui de Monteverde au Chili, daté de 14 500 ans, ou les empreintes de pas humains fossilisés du parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique, datées de 21 000 à 23 000 ans, a renversé le paradigme. Les humains étaient présents en Amérique bien avant l'épanouissement de la culture Clovis, et donc ont cohabité avec la mégafaune pendant des millénaires, sans provoquer d'extinction immédiate. Ce constat oblige à nuancer le rôle de l'homme. Si les chasseurs pré-Clovis ont coexisté avec les mammouths pendant presque 10 000 ans, c'est bien qu'une autre variable est entrée en jeu pour déclencher l'extinction massive il y a 13 000 ans. Cette variable, c'est le climat, et plus précisément la fin brutale de la dernière glaciation. Le réchauffement du Bölling-Alröd, une période de douceur climatique soudaine, avait permis l'expansion des forêts et la remontée des eaux. Mais ce fut suivi, il y a 12 900 ans, par un brutal coup de froid, le Dryas récent. Le Dryas récent est l'une des plus grandes énigmes de la climatologie. Alors que la planète se réchauffait, les températures en Amérique du Nord rechutèrent de 5 à 10 degrés en quelques décennies à peine. Les glaciers recommencèrent à avancer, engloutissant les forêts renaissantes.
Les populations de mammouths et de mastodontes, déjà stressées par la fragmentation de leur habitat, furent repoussées dans des refuges de moins en moins viables. Les sources d'eau douce se tarirent ou gelèrent. Les humains eux-mêmes subirent ce stress. Les sites archéologiques du Drias récent montrent une diminution de la population, un abandon des pointes Clovis sophistiquées au profit d'outils plus frustes, signe d'une culture en crise. Certains groupes se replièrent dans les vallées fluviales ou migrèrent loin vers le sud. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer un refroidissement aussi soudain à la fin de la période glaciaire? L'hypothèse dominante, formulée par le géologue Wallace Brocker, impliquait une vidange catastrophique du lac proglaciaire Agassiz. L'immense lac d'eau douce, retenu par la calotte laurentide encore en place, se serait soudainement déversé dans l'océan Atlantique Nord, peut-être via le fleuve Saint-Laurent. Cet afflux massif d'eau froide et douce aurait bloqué la circulation thermohaline, ce tapis roulant océanique qui transporte la chaleur vers le nord. Privé de cette chaleur, le climat bascula en un hiver prolongé. Cependant, des analyses plus fines des sédiments marins et des glaciers groenlandais ont contredit la chronologie du déversement, suggérant que le refroidissement avait commencé avant le débordement. Les chercheurs se tournèrent alors vers une hypothèse encore plus fracassante, un impact extraterrestre. En 2007, une équipe menée par Richard Firestone proposa la théorie de l'impact du Drias récent. En étudiant des sédiments de cette époque sur une douzaine de sites nord-américains, ils découvrirent des concentrations anormales de nanodiamants, de sphérules de carbone, de verre fondu et d'iridium. Autant de signatures d'un impact cosmique. Selon leur scénario, une comète ou un essaim de fragments cométaires aurait explosé au-dessus de la calotte glaciaire laurentide, provoquant des incendies continentaux, une fusion brutale de la glace et un hiver d'impact qui aurait duré des siècles. Cette explosion aérienne, similaire à celle de la Tunguska en 1908 mais à une échelle cataclysmique, aurait anéanti la culture Clovis et provoqué le coup de grâce pour la mégafaune. Les critiques ont immédiatement attaqué les preuves, contestant la présence de nanodiamants et reprochant l'absence d'un cratère d'impact. Un cratère, pourtant, a peut-être été retrouvé. En 2018, sous le glacier Hiawatha, au Groenland, une dépression circulaire de 31 km de diamètre a été identifiée, datée d'une période compatible avec le Drias récent. Si le lien est avéré, il s'agirait d'une des découvertes majeures de la géologie moderne. Ainsi, la mégafaune américaine n'aurait pas succombé à une seule cause, mais à une convergence de catastrophes. La pression des chasseurs humains, le réchauffement qui fragmentait leur habitat, puis un cataclysme cosmique plongeant le continent dans un âge glaciaire miniature. Contre un tel triple assaut, même les plus puissants des mammouths ne pouvaient lutter. Les rares survivants se réfugièrent sur des îles isolées, comme les mammouths nains de l'île Wrangel, au large de la Sibérie, où ils vécurent jusqu'à l'époque des pyramides égyptiennes. Mais sur le continent nord-américain, l'ère de la mégafaune était close. Le monde qui émergeait du Drias récent, il y a 11 700 ans, était radicalement transformé, plus chaud, plus boisé, et vidé de ses colosses. La nature, dans un ultime sursaut de résistance au chaos, allait imposer sa propre riposte, une sélection féroce des espèces capables de survivre à la vitesse du changement, et une recomposition complète des écosystèmes où l'homme, désormais dominant, deviendrait lui-même la force géologique majeure. La recomposition de l'écosystème nord-américain après la disparition de la mégafaune fut tout sauf paisible. La forêt boréale, libérée de la pression des mammouths et des mastodontes, entama une colonisation fulgurante. En quelques siècles, les épinettes et les pinces gris engloutirent les steppes à graminées qui s'étendaient autrefois du Yukon au Missouri. Les bouleaux et les peupliers investirent les moraines abandonnées par le recul des glaciers. Le niveau des mers, alimenté par la fonte accélérée des calottes, remonta de près de 120 mètres, noyant la Béringie et isolant définitivement l'Amérique du Vieux Monde. La côte Est, autrefois lointaine, se rapprocha de son tracé actuel, et l'océan envahit la vallée du fleuve Hudson, créant des fjords et des estuaires poissonneux. Les grands lacs, ces mers intérieures d'eau douce, se formèrent dans les bassins creusés par les glaciers. Ce nouveau monde, plus chaud et plus humide, offrait une abondance de ressources. Mais c'était un piège déguisé. Car les forces qui avaient façonné le continent n'étaient pas apaisées. Elles s'étaient simplement reconfigurées, attendant leur heure sous la surface. Les humains, désormais répartis sur tout le continent, s'adaptèrent avec une ingéniosité remarquable. La culture Clovis s'effaça, remplacée par une mosaïque de traditions régionales. Les Folsom, les Plano, les Dalton. Les techniques de chasse se spécialisèrent. Dans les grandes plaines, les chasseurs mirent au point les sauts de bison, précipitant des troupeaux entiers du haut de falaises comme celle de Ed Smashtin dans l'Alberta.
Les carcasses étaient dépecées sur place, la viande séchée et stockée, les os transformés en outils. L'utilisation du feu se généralisa, non plus comme une arme de chasse, mais comme un outil de gestion du territoire. En brûlant les prairies, les Amérindiens favorisaient la repousse des herbes tendres, attirant le gibier et éliminant les broussailles. Cette pratique, millénaire, modifia profondément l'équilibre des écosystèmes, favorisant le bison au détriment des cerfs et des wapitis, et créant les vastes étendues herbeuses que les colons européens attribuèrent à tort à une nature vierge. La population humaine augmentait, et avec elle, la pression sur les ressources. Des conflits territoriaux éclatèrent. Les squelettes de la fin de l'archaïque portent les traces de violences interpersonnelles. Pointes de flèches fichées dans les vertèbres, crânes fracassés. L'homme, en cherchant sa sécurité, était devenu un danger pour lui-même. Mais la menace, la plus terrifiante, échappait encore totalement à sa compréhension. Elle ne résidait ni dans les guerres tribales, ni dans les hivers rigoureux, mais dans les entrailles de la Terre, sous la région qui allait devenir le parc de Yellowstone. L'activité volcanique qui avait soulevé les Rocheuses n'avait jamais cessé. La plaque Farallon continuait de s'enfoncer sous le continent, et un point chaud, une remontée de magma venue des profondeurs du manteau, était en train de perforer la lithosphère. Ce point chaud, qui avait déjà laissé une traînée de calderas le long de la plaine de la Snake River, était arrivé sous le Wyoming actuel. Il y a 2 100 000 ans, une première éruption cataclysmique, l'une des plus violentes de l'histoire de la Terre, avait libéré 2500 km3 de cendres et de lave, recouvrant la moitié ouest du continent d'un linceul blanc. La caldeira d'Island Park, large de 80 km, en fut la cicatrice. Mais ce n'était que la première d'une série. Il y a 1 300 000 ans, une seconde éruption, à Henry's Fork, fut moins puissante, mais tout aussi dévastatrice. Et il y a 640 000 ans, la troisième super-éruption de Yellowstone, celle de Lava Creek, expulsa 1000 km3 de matériaux volcaniques. Des cendres retombèrent jusque dans le golfe du Mexique. Le toit de la chambre magmatique s'effondra, créant la caldeira actuelle de Yellowstone, un cratère de 70 km sur 30, au cœur duquel la Terre continue de bouillonner et de se soulever. Les traces de ces cataclysmes sont gravées dans le sol. Les dépôts de cendres, appelés lits de perlettes, se retrouvent dans les sédiments lacustres du Nebraska, du Kansas et du Texas. Ces éruptions n'avaient rien d'événement géologique abstrait. Elles furent des tueuses de masse. Les nuées ardentes, ces avalanches de cendres brûlantes et de gaz à plusieurs centaines de degrés, avancèrent comme des rasoirs sur les plaines, carbonisant toute vie. Les retombées de cendres, épaisses de plusieurs mètres, étouffèrent les forêts et les prairies sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Les grands mammifères qui s'étaient multipliés, mammouths colombiens, chevaux, camélidés, furent asphyxiés ou moururent de faim. L'impact sur les populations humaines de l'époque est difficile à évaluer, mais il fut probablement apocalyptique. Même des éruptions bien plus modestes eurent des conséquences dramatiques. Il y a 7700 ans, l'explosion du mont Mazama, dans l'Oregon, creusa le cratère qui forme aujourd'hui le Crater Lake. Les cendres projetées retombèrent jusqu'au Canada, rendant la région inhabitable pour des générations. Les légendes des tribus Klamath racontent encore le combat entre le dieu du ciel Skell et le dieu du monde souterrain là-haut, qui se termina par l'effondrement de la montagne. La mémoire de ces cataclysmes s'était transmise oralement, inscrite dans les récits sacrés. À l'opposé du spectre tectonique, une autre menace couvait, silencieuse et insidieuse. La subduction de la plaque Juan de Fuca sous la plaque nord-américaine, le long de la côte des actuels Oregon, Washington et Colombie-Britannique, se faisait par à-coups. La faille de Cascadia, longue de 1000 km, n'est pas une zone sismique ordinaire. Les plaques s'y verrouillent, accumulant une énergie colossale pendant des siècles, avant de rompre brutalement en un méga-séisme de subduction. La dernière fois que cela s'est produit, c'était le 26 janvier 1700. La Terre a tremblé pendant 5 minutes. Une secousse de magnitude 9 a secoué toute la côte ouest, de l'île de Vancouver au cap Mendocino. Les forêts côtières, poussant sur des sols gorgés d'eau, ont été englouties par la subsidence, leurs troncs encore debout, noyés par l'eau de mer. Ces forêts fantômes, visibles aujourd'hui à marée basse, sont la preuve irréfutable de ce séisme passé. Quelques heures plus tard, un tsunami d'une hauteur estimée à 10 mètres a frappé la côte, traversant l'océan Pacifique pour aller s'écraser sur le Japon, où il a été enregistré par les chroniqueurs nippons. Les populations autochtones de la côte, les Macas, les Quileutes, les Chinooks, furent anéanties ou durent se reconstruire entièrement. Les fouilles archéologiques des villages d'Osceola et de Mud Bay montrent une couche de destruction nette, recouverte par les dépôts du tsunami, puis par des habitats reconstruits bien plus modestes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Les études géologiques menées par Brian Atwater et d'autres ont révélé que ce mégaséisme n'était pas une anomalie. En creusant des tranchées dans les marais côtiers, en analysant les couches de sable déposées par les tsunamis successifs, les chercheurs ont identifié une série de ruptures de la faille de Cascadia. Le cycle était implacable, un mégaséisme d'une magnitude supérieure à 8,5 tous les 3 à 500 ans en moyenne. Et le plus inquiétant, c'est que l'étude fine des sédiments marins prélevés au large a montré que ces ruptures ne se produisaient pas toujours seules. Parfois, la partie sud de la faille rompait en premier, puis la partie nord suivait quelques décennies plus tard, comme un vêtement qui se déchire progressivement. Les populations de la côte, pendant des millénaires, ont vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, transmettant la mémoire de la catastrophe précédente, sachant que le sol finirait par trembler à nouveau. Les villages étaient construits sur des hauteurs, les canaux d'évacuation prêts. Mais contre un mur d'eau de 10 mètres arrivant à 700 km/h, il n'y avait pas d'autre stratégie que la fuite immédiate. Chaque génération vivait avec la peur ancestrale de voir l'océan se retirer soudainement, annonçant le retour du monstre. À l'intérieur des terres, le danger prenait une autre forme, tout aussi meurtrière. Le système fluvial du Mississippi, le plus grand bassin versant du continent, était une artère vitale pour les cultures amérindiennes. Mais c'était aussi un géant capricieux. Les crues printanières, gonflées par la fonte des neiges des Rocheuses et les pluies orageuses, transformaient régulièrement la vallée en un immense lac. Les terres basses, pourtant les plus fertiles, étaient des pièges mortels. Les sites archéologiques de la culture de Poverty Point, en Louisiane, montrent des terrassements massifs, des monticules de terre construits non seulement pour des cérémonies, mais aussi pour servir de refuge lors des crues. Les crues centennales n'étaient pas un concept théorique. Elle était une réalité vécue, un déluge de boue et d'eau jaune qui emportait les récoltes, les maisons et les vies. Avec la variabilité climatique croissante de la fin de l'Holocène, ces crues devinrent plus fréquentes et plus intenses. Les inversions de flux du lac Michigan, les sécheresses éclairs suivies de pluies torrentielles, créaient un environnement d'une imprévisibilité mortelle. Les habitants de la vallée du Mississippi avaient appris à lire les signes du ciel, à stocker le grain sur des plateformes surélevées, à construire des digues rudimentaires. Mais tout cela ne suffisait pas toujours. Une seule crue majeure pouvait anéantir des années de travail, déclenchant des famines qui affaiblissaient les tribus entières, les rendant vulnérables aux raids de leurs voisins affamés. Et puis, il y avait la sécheresse. Elle tuait sans bruit, sans fracas, en silence. Les cernes de croissance des arbres conservés dans les sédiments du Nebraska et du Dakota, étudiés par les dendrochronologues, racontent une histoire terrifiante. Des périodes de déficit pluviométrique prolongées, bien plus longues et plus intenses que le Dust Bowl des années 30, ont frappé les Grandes Plaines et le Sud-Ouest. Pendant des décennies, parfois plus d'un siècle, les cieux restaient désespérément bleus. Les rivières se tarissaient, les nappes phréatiques s'effondraient. Les bisons migraient vers l'est, laissant derrière eux un désert d'herbes jaunies. Les civilisations sédentaires qui dépendaient de l'agriculture, comme celle des basketmakers dans les Four Corners, s'effondraient ou devaient se disperser, abandonnant leurs villages troglodytiques. Les conflits pour les points d'eau et les terres irrigables s'intensifiaient. C'est dans ce creuset de stress hydrique que naquirent les sociétés plus hiérarchisées et militarisées du sud-ouest précolombien. La lutte pour la survie avait changé de nature. Elle n'opposait plus seulement l'homme à la bête, mais l'homme à l'homme, dans un jeu à somme nulle où la ressource la plus rare était l'eau. L'effet cumulé de ces catastrophes, volcans, séismes, tsunamis, inondations, sécheresses, était déjà redoutable. Mais l'Amérique préhistorique cachait un ultime tourment, une menace qui ne venait pas de la nature, mais de la place que l'homme y avait prise. En remodelant le paysage par le feu, en concentrant la chasse sur des espèces clés comme le bison, en introduisant l'agriculture du maïs qui épuisait les sols et nécessitait des défrichements massifs, les populations amérindiennes étaient devenues, sans en avoir conscience, un facteur de déstabilisation écologique planétaire. Les mesures de résistance qu'ils avaient adoptées, la construction de greniers communautaires, les alliances intertribales, les rituels destinés à apaiser les forces de la nature, ne pouvaient contrecarrer cette lente dérive. La situation était pire que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le danger n'était plus extérieur et ponctuel, il était systémique, diffus et auto-entretenu. Les populations, devenues plus denses et plus dépendantes de leur réseau de subsistance, se trouvaient prises au piège de leur propre succès évolutif. Et dans les profondeurs de la caldeira de Yellowstone, le magma continuait de s'accumuler, soulevant le sol de plusieurs centimètres par décennie, signe avant-coureur d'un cycle destructeur qui, tôt ou tard,
effacerait tout ce que l'homme avait construit. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que la plus grande menace n'était pas l'éruption elle-même, mais la fragilité que l'homme avait introduite dans le système en croyant le dominer. La fragilité introduite par l'homme n'était pas une simple métaphore. Elle se mesurait en tonnes de terre déplacées, en hectares de forêts rasées, en millions de cœurs battants concentrés derrière des palissades de bois. À l'apogée du monde précolombien, le continent nord-américain n'avait jamais été aussi peuplé. Des villages de la côte du Pacifique, gorgés de saumon et de cèdre rouge, jusqu'aux cités de terre battues du Mississippi. Une toile de route, de canaux et d'alliances commerciales recouvrait les anciens territoires de chasse. Mais cette toile était tendue sur un abîme que nul chaman ne pouvait lire, car il n'était pas inscrit dans le vol des oiseaux ou les entrailles des animaux, mais dans les vibrations les plus profondes du socle rocheux. La menace ultime ne se profilait pas à l'horizon. Elle était sous les pieds de chaque homme, femme et enfant. Et nulle part cette vérité ne fut plus aveuglante qu'au cœur du continent, là où le fleuve Mississippi, ce serpent d'eau boueuse, serpentait entre les pyramides de ce qui fut la plus grande cité préhistorique au nord du Mexique, Cahokia. Cahokia n'était pas un simple campement. Établie dans la fertile plaine d'inondation du Mississippi, face à l'actuel Saint-Louis, elle atteignit son zénith entre l'an 1050 et l'an 1250 de notre ère. À son apogée, elle abritait plus de 20 000 âmes, une population comparable à celle du Londres médiéval. Son centre névralgique était dominé par Monk's Mound, une pyramide de terre à 4 terrasses s'élevant à 30 mètres au-dessus de la plaine, la plus grande construction en terre de toute l'histoire de l'humanité avant les barrages modernes. 120 autres monticules, des places cérémonielles, des observatoires astronomiques, les Woodhenge, cercles de poteaux alignés sur les solstices, structuraient un espace urbain de 15 km². Les Mississippiens y célébraient le soleil, développaient une agriculture sophistiquée du maïs, des haricots et des courges, et importaient du cuivre des Grands Lacs, des coquillages du golfe du Mexique, du mica des Appalaches. Ils semblaient avoir triomphé de tous les périls. Les crues du fleuve étaient maîtrisées par des digues et des canaux, les prédateurs tenus à distance, la faim jugulée par des greniers collectifs. Mais ce triomphe était bâti sur le piège le plus sournois que la terre ait jamais tendu, car le site de Cahokia n'avait pas été choisi au hasard. Il épousait la confluence du Mississippi et du Missouri, au-dessus d'une structure géologique enfouie que ni les chasseurs de mammouths ni les sages de la cité ne pouvaient soupçonner. Le rift de Reelfoot, une cicatrice vieille de 550 millions d'années, là où la plaque nord-américaine avait tenté, en vain, de se briser en deux. Ce rift, connu aujourd'hui sous le nom de zone sismique de New Madrid, est une faiblesse chronique de la lithosphère, une faille profonde où les contraintes tectoniques s'accumulent en silence. La plaque, poussée depuis la dorsale médio-atlantique, comprime ce point faible, et tous les 4 à 600 ans, la croûte terrestre, incapable de résister davantage, se rompt. Les sédiments gorgés d'eau de la vallée du Mississippi se liquéfient alors en une boue instable, transformant le sol ferme en une soupe vibrante. Les recherches paléosismologiques menées par des géologues comme Marticia Tuttle ont identifié, dans les couches de sable et de limon, les traces de ces séismes préhistoriques. Des gerbes de sable, expulsées des profondeurs par la pression, ont jailli à travers les sols, stérilisant les champs. Des cuvettes d'affaissement, des failles en surface, racontent une histoire que personne n'avait lue jusqu'ici. La première de ces catastrophes identifiées frappa aux alentours de l'an 900. À cette époque, Cahokia n'était encore qu'un gros village en pleine expansion. Le séisme, d'une magnitude estimée à 7,5, secoua la région pendant plusieurs minutes. Les rives du fleuve s'effondrèrent, créant des glissements de terrain sous-marins qui inversèrent temporairement le cours du Mississippi. Des troncs d'arbres, des poissons morts et des débris furent projetés sur les berges. Les maisons de bois et de torchis, dépourvues de fondations profondes, s'écroulèrent sur leurs habitants. La panique fut totale. Mais la mémoire orale, avec le temps, transforma le cataclysme en mythe fondateur. La cité se reconstruisit, plus grande, plus monumentale, comme un défi lancé aux forces souterraines. Les prêtres exhumèrent le souvenir de la colère du serpent cornu, une divinité souterraine, et renforcèrent leur pouvoir en construisant des monticules toujours plus hauts, croyant s'élever au-dessus d'un danger qu'ils ne comprenaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le monstre sous la terre avait simplement compté jusqu'au prochain cycle. Il y a environ 500 ans, entre 1450 et 1460, alors que Cahokia était à son apogée démographique, une nouvelle rupture se produisit. Cette fois, la magnitude fut encore plus grande, proche de 8. Les sédiments, fraîchement étudiés par les carottages dans les lacs de bras morts du Mississippi, révèlent une couche de perturbations massives.
Des volcans de sable, de véritables geysers de boue grise, crevèrent la surface des champs de maïs. Les dépôts de sable éjectés, que l'on peut dater au radiocarbone, s'étendent sur des centaines de kilomètres carrés. À Cahokia même, sur le site de Monk's Mound, les fouilles ont montré des signes de glissement de terrain soudain. Des couches de terre se sont affaissées, des fissures profondes ont lézardé les flancs de la pyramide. Les pieux de bois plantés dans la crête ont basculé. Le temple au sommet de Monk's Mound, réservé au chef suprême, se serait effondré dans un nuage de poussière et de cendres. Les feux rituels renversés auraient embrasé les charpentes de la ville. Le fleuve, dévié par les effondrements de berges, changea de lit, noyant certains quartiers et privant d'eau potable les autres. Les canaux, vitaux pour l'irrigation, furent comblés ou rendus inutilisables. L'eau croupie apporta la maladie. Les conséquences furent immédiates et totales. Une civilisation qui reposait sur la production agricole intensive fut anéantie en une seule secousse. Les rendements de maïs chutèrent de manière catastrophique. Les réserves de grains, pourrissant dans les greniers fracturés et inondés, dégagèrent une odeur de mort. La famine s'installa. Les seigneurs de Cahokia, dont le prestige dépendait de leur capacité à intercéder auprès des forces cosmiques, furent discrédités. Leurs corps, retrouvés dans les sépultures de Moon 72, portent des traces de mort violentes, peut-être exécutés par une foule en colère qui cherchait des coupables. La guerre civile éclata. Les villages satellites, eux aussi dévastés par le séisme, cessèrent leur tribut. Les routes commerciales du cuivre et des coquillages, déjà fragilisés, s'effondrèrent. Les loups sinistres n'avaient plus de proie. Ce fut le tour des hommes de se dévorer entre eux. En l'espace de 3 générations, Cahokia se vida entièrement. La plus grande cité au nord du Rio Grande ne fut plus qu'une colline herbeuse perdue dans une forêt de chênes, un souvenir que même les tribus voisines, les Illinois et les Osages, n'évoquaient qu'avec une crainte superstitieuse. Le pire était que ce cataclysme ne constituait pas une anomalie locale, mais un signal faible d'un système bien plus vaste. Les géologues ont fini par comprendre que le rift de New Madrid n'est pas isolé. Il fait partie d'un réseau de contraintes qui traverse toute la plaque nord-américaine. L'ouverture continue de l'Atlantique pousse le continent d'est en ouest, tandis que la subduction de la plaque Juan de Fuca, sous le Pacifique nord-ouest, le comprime. Le résultat est un champ de tension qui se propage comme des ondes dans un tissu élastique, allumant séismes et volcans à des centaines de kilomètres de distance. Ainsi, le même système qui fit trembler le Mississippi provoqua, un siècle et demi plus tard, la rupture de la faille de Cascadia, ce 26 janvier 1700. Un méga-séisme de magnitude 9 qui tua les villageois de la côte et traversa le Pacifique pour frapper le Japon. Les cernes des cèdres rouges de l'Oregon noyés par l'affaissement brutal de la côte témoignent de cette catastrophe simultanée à l'échelle du continent. Et ce même système de contraintes, en poussant le magma dans la chambre de Yellowstone, détermine le rythme de son souffle apocalyptique. Le lien entre ces 3 monstres, Yellowstone, Cascadia, New Madrid, est aujourd'hui l'objet d'études intensives. Les modèles numériques de la croûte terrestre, alimentés par les données GPS et les satellites, montrent que la déformation de la lithosphère ne se fait pas au hasard, mais en phase couplée. Quand la plaque Juan de Fuca se verrouille et accumule de l'énergie, elle modifie le champ de contrainte jusqu'à déstabiliser la zone de New Madrid, située au centre du continent. Et l'injection de basalte sous Yellowstone est en partie régulée par ces mêmes mises en pression. Cela signifie que l'Amérique du Nord fonctionne comme un circuit électrique en série. Une seule rupture majeure peut en déclencher d'autres, dans une cascade de cataclysmes couvrant tout le continent. Une éruption du Yellowstone, un séisme de Cascadia et un tremblement de terre du Mississippi pourraient se succéder en quelques semaines, voire en quelques heures, se renvoyant les ondes de choc comme un écho d'apocalypse. Aucune civilisation, ni celle des Mounds, ni celle des gratte-ciel, n'est conçue pour supporter un tel enchaînement. Cette vérité, cachée dans les strates de sable et de cendres, change la lecture entière de l'histoire du continent. Ce ne sont pas les humains qui ont été le plus grand danger pour la mégafaune, ni le climat seul qui a tué les mammouths, ni la surpêche qui a affaibli les sociétés du Mississippi. Le vrai tueur en série, le fil rouge reliant la fin des dinosaures à la chute de Cahokia, c'est la Terre elle-même. L'astéroïde de Chicxulub n'a fait que révéler la nature profonde de cette portion de croûte, une plaque en équilibre instable, sujette aux chocs venus d'en haut comme d'en bas et aux soubresauts de ses propres entrailles. Chaque fois que la vie a tenté de se stabiliser, d'atteindre une apogée de complexité et de puissance, le socle a cédé, effaçant l'ardoise pour repartir à zéro. Les plus récentes mesures géodésiques confirment que l'ardoise n'a pas fini d'être effacée. Sous le parc de Yellowstone, le dôme de résurgence continue de se bomber, soulevant le sol à un rythme record.
La chambre magmatique, imagée par tomographie sismique, est bien plus volumineuse qu'on ne le pensait. Dans le Pacifique Nord-Ouest, la faille de Cascadia est verrouillée sur toute sa longueur, accumulant une énergie qui ne demande qu'à se libérer. Et au cœur du Mississippi, le rift de New Madrid, dont la dernière rupture majeure remonte à plus de 500 ans, approche insidieusement de sa fenêtre de récurrence. Les ponts et les immeubles de Memphis, de Saint-Louis, reposent sur un sable que la prochaine secousse transformera en soupe liquide, tout comme elle l'a fait pour les pyramides de Cahokia. Le continent qui avait vu l'enfer du Permien, les dents du Rex et les glaces du Pléistocène n'avaient donc jamais cessé d'être l'endroit le plus périlleux du monde. Simplement, son danger le plus absolu ne se voyait pas. Il ne rugissait pas comme un smilodon, il ne chargeait pas comme un mammouth, il ne déferlait pas comme un tsunami. Il attendait, silencieux, sous la terre, accumulant lentement la pression qui, un jour, briserait toutes les chaînes trophiques, toutes les dynasties, toutes les civilisations. Et alors que l'Holocène, cette parenthèse de douceur climatique, touchait à sa fin, les graines du prochain cataclysme étaient déjà semées, promettant le retour inévitable du chaos primitif qui a façonné ce monde. Ce chaos primitif ne s'est jamais éteint. Il est simplement redescendu sous la croûte, compressé dans des failles millénaires, dissimulé sous des forêts et des villes, mais toujours vivant. Les mêmes mécaniques aveugles qui ont disloqué la Pangée, noyé le centre du continent sous une mer tropicale et réduit en cendres les forêts du Crétacé sont à l'œuvre en ce moment même. L'Amérique du Nord reste, aujourd'hui encore, le laboratoire le plus actif et le plus violent des forces géologiques de la planète. Pour en prendre la mesure, il faut descendre là où la roche se déforme, là où les satellites mesurent des gonflements imperceptibles et où les sismomètres enregistrent des murmures profonds. Sous le parc national de Yellowstone, le dôme de résurgence a repris sa respiration. Depuis le début des années 2000, le plancher de la caldeira se soulève par endroits de près de 7 cm par an, un record depuis le début des relevés. Les images tomographiques, obtenues en analysant la vitesse des ondes sismiques, révèlent une chambre magmatique principale titanesque, perchée à une dizaine de kilomètres sous la surface, et une seconde poche encore plus vaste, étendue sur des centaines de kilomètres, qui l'alimente depuis le manteau. Le volume de magma disponible est estimé à 46 000 km3, de quoi recouvrir le continent entier d'une couche de cendres de plusieurs mètres. La dernière super-éruption, celle de Lava Creek, a craché 1000 km3 de matériaux dans l'atmosphère. Elle n'a pourtant pas été un accident. En étudiant les couches de cendres dans les sédiments des grands lacs de l'Ouest américain, les volcanologues ont identifié au moins 3 éruptions majeures de ce type en 2 100 000 ans, soit une tous les 600 000 à 700 000 ans. La dernière remonte à 640 000 ans. Le cycle n'impose pas une échéance mécanique, mais il indique que le réservoir est à nouveau sous pression. Les essaims sismiques se multiplient. En 2017, plus de 2400 secousses ont été enregistrées en quelques mois sous le lac Ebgen, juste à l'ouest de la caldeira. La plupart étaient trop faibles pour être ressenties, mais leur nombre et leur distribution spatiale ont tracé le cheminement du fluide magmatique en train de fracturer la roche encaissante. Les géochimistes, en analysant les gaz émis par les fumerolles, ont détecté une hausse du rapport hélium 3 sur hélium 4, signature caractéristique d'un apport profond de magma juvénile. La question n'est donc plus de savoir si le monstre se réveillera, mais sous quelle forme. Les modèles récents suggèrent que la prochaine éruption pourrait ne pas être une explosion unique et cataclysmique, mais une série d'éruptions phréatomagmatiques quand le magma rencontre les nappes phréatiques et les vaporise en une explosion de vapeur et de cendres. Même un tel scénario, 100 fois moins violent qu'un supervolcanisme, suffirait à détruire les infrastructures électriques, paralyser l'aviation, contaminer les réseaux d'eau potable et anéantir les récoltes sur la moitié des États-Unis. À 1500 km à l'ouest, la faille de Cascadia est, elle, en retard sur son propre calendrier de destruction. Les derniers grands séismes de subduction dans la région ont été datés avec une précision redoutable par l'étude des forêts fantômes et des dépôts de tsunamis. Les arbres, tués par la subsidence soudaine du sol lors de la rupture de la faille, ont conservé dans leurs cernes les stigmates de leur mort, permettant de la dater au carbone 14 à l'année près. Le catalogue paléosismologique compile 40 et un mégaséisme en 10 000 ans, soit un intervalle moyen de 243 ans. Le dernier a eu lieu le 26 janvier 1700, il y a 324 ans. La probabilité qu'une rupture de magnitude 9 ou plus se produise dans les 50 prochaines années est estimée par l'USGS à 37%. Les conséquences seraient proprement apocalyptiques pour la côte ouest.
La zone de rupture, longue de 1000 km, s'étendrait du nord de la Californie à la pointe de l'île de Vancouver. Le sol se déplacerait latéralement de plusieurs dizaines de mètres en quelques secondes. Les villes de Portland, Seattle, Vancouver, édifiées sur des bassins sédimentaires qui amplifient les ondes sismiques comme une cuvette de gelée, seraient secouées pendant 4 à 6 minutes, un supplice interminable qui réduirait en miettes les ponts, les viaducs et les gratte-ciels non parasismiques. Quelques minutes après l'arrêt des secousses, le véritable tueur surviendrait. La déformation du fond océanique soulèverait une colonne d'eau de plusieurs mètres sur toute la longueur de la faille. Un tsunami au front multiple se formerait, frappant la côte en 15 à 20 minutes. Les modèles de l'Université de Washington prévoient une vague de 8 à 15 mètres de haut, pénétrant les terres sur plusieurs kilomètres dans les zones basses. Les digues et les systèmes d'alerte, conçus pour des tsunamis lointains, seraient submergés bien avant que l'évacuation ne soit possible. Les villes côtières, de Crescent City à Vancouver Island, seraient effacées de la carte, non pas par une inondation progressive, mais par un mur d'eau chargé de débris, voitures, arbres, conteneurs, agissant comme une râpe abrasive. Les ports, les centres logistiques, les réserves de carburant seraient détruits, paralysant toute la façade pacifique pour des années. Mais le danger le plus pernicieux se terre au centre du pays, là où le rift de New Madrid traverse le Mississippi. Contrairement à la Californie ou au Japon, l'est des États-Unis n'a pas de culture sismique. Les failles y sont profondes et invisibles, masquées par des kilomètres de sédiments récents. Quand elles rompent, ces failles intraplaques propagent les ondes beaucoup plus loin que les failles de surface californiennes, car l'énergie traverse sans obstacle le vieux socle rigide du continent. Le séisme de New Madrid de 1811-12 n'avait qu'une magnitude de 7,5 à 7,7, mais il a été ressenti jusqu'à Boston et Washington, à 1500 km de distance. Il a sonné les cloches des églises de Charleston, fissuré le Capitole et fait trembler le sol du Maine. Les répliques ont duré plusieurs années. La zone est aujourd'hui classée à haut risque, non pas à cause de sa magnitude potentielle, mais à cause de sa vulnérabilité extrême. Les immeubles de Memphis, de Saint-Louis, de Little Rock sont majoritairement construits en maçonnerie non renforcée, sans normes parasismiques. Le sol, composé de loess et d'alluvions gorgées d'eau, est susceptible de liquéfaction à grande échelle. Les réseaux de gaz, d'eau et d'électricité, les oléoducs et les gazoducs qui traversent le fleuve, seraient rompus sur des centaines de kilomètres, déclenchant des incendies impossibles à éteindre. Les digues du Mississippi, déjà fragiles, céderaient, noyant les terres agricoles et les raffineries du golfe du Mexique sous un mélange de pétrole brut et d'eau boueuse. Une étude de la FEMA a estimé que le coût économique d'une répétition du séisme de 1811 se chiffrerait en centaines de milliards de dollars, avec une zone sinistrée couvrant 8 États. Ainsi, les 3 piliers géologiques du péril nord-américain, la caldeira de Yellowstone, la zone de subduction de Cascadia, le rift de New Madrid, constituent une configuration unique sur la planète. Aucun autre continent ne réunit, sur une même plaque, un supervolcan actif, une faille de subduction de classe mégaséisme et une zone sismique intraplaque de cette ampleur. L'Amérique du Nord, par sa dérive tectonique et son héritage géologique, cumule toutes les menaces telluriques possibles. Cette accumulation n'est pas fortuite, elle découle directement du scénario qui a été retracé dans ce récit. La subduction de la plaque Farallon, qui a commencé au Jurassique et se poursuit sous la forme résiduelle de la Juan de Fuca, a non seulement construit les Rocheuses, mais aussi inoculé le magma sous Yellowstone et comprimé la vieille cicatrice du rift de Reelfoot jusqu'à la faire craquer. Le bombardement cosmique, celui de Chicxulub comme celui supposé du Dryas récent, a ajouté à cette instabilité interne la menace venue du ciel, une menace qui n'a rien d'exceptionnel à l'échelle des temps géologiques. Les astronomes estiment que des objets géocroiseurs de plus d'1 kilomètre de diamètre, capables de provoquer une extinction de masse, frappent la Terre tous les 500 000 à 1 million d'années. Le dernier en date, Chicxulub, a épargné l'humanité parce qu'elle n'existait pas encore. Le prochain ne fera pas cette distinction. Cette toile de fond infernale explique pourquoi, quand on examine les archives fossiles nord-américaines, on constate un taux d'extinction et de renouvellement des espèces plus élevé que sur d'autres continents. Les dinosaures à plumes, les oiseaux primitifs, ont disparu de la Laramidie alors qu'ils persistaient ailleurs. Les mammouths colombiens se sont éteints brutalement, sans descendance, alors que les mammouths laineux de Sibérie survivaient encore 5000 ans. Même les sociétés humaines les plus résilientes, comme les Clovis ou les Mississippiens, ont été rayées de la carte quand la nature s'est déchaînée. La réponse à la question posée par le titre de ce documentaire, «
Pourquoi l'Amérique préhistorique fut l'endroit le plus périlleux de l'histoire ne tient pas à une seule cause, mais à une convergence rare, presque maléfique, de feux cosmiques, de glace, de lave et de séismes. Tous les fléaux qui, ailleurs, frappent de manière espacée et indépendante, se sont donné rendez-vous sur cette mince écorce entre Atlantique et Pacifique. La prise de conscience de cette réalité a profondément modifié la manière dont les scientifiques lisent le passé. Pendant longtemps, les grandes extinctions étaient vues comme des ruptures accidentelles, des exceptions dans une histoire biologique autrement paisible et graduelle. Les travaux les plus récents, des datations à l'uranium-plomb des zircons de la limite Permien-Trias aux analyses isotopiques de l'oxygène dans les dents de chevaux fossiles, racontent un autre récit. Le stress environnemental était la norme, pas l'exception. La biosphère nord-américaine a toujours été soumise à des fluctuations si brutales que seules les espèces les plus plastiques, les plus mobiles ou les plus enterrées ont survécu. Cela explique le paradoxe de la paléontologie du continent. Pourquoi la diversité des espèces y est souvent plus faible que sous les tropiques d'Amérique du Sud ou d'Afrique, mais avec des taux d'endémisme et de gigantisme extrême. Le gigantisme des mammouths, des paresseux, des ours à face courte était une réponse à l'imprévisibilité climatique. Engranger des réserves, résister au froid, parcourir de longues distances. Quant à l'endémisme, il était le fruit d'un isolement forcé par les barrières de glace, de montagnes ou de mer intérieure, piégeant des populations dans des refuges où elles évoluaient en vase clos avant d'être balayées par la catastrophe suivante. Les premiers Amérindiens, en arrivant sur ce continent, n'ont pas rencontré un Éden paisible, mais un monde en pleine convulsion terminale. La Béringie qu'ils ont traversée était une steppe en voie d'inondation. Les glaciers, qui barraient le corridor de l'Alberta, fondaient à vue d'œil, libérant des lacs proglaciaires instables. Les animaux qu'ils traquaient étaient déjà stressés par la fragmentation de leur habitat et la modification de leur couvert végétal. Leur arrivée a agi comme le dernier coup de boutoir, le facteur déclenchant dans un système au bord du basculement. La culture Clovis n'a pas chassé la mégafaune jusqu'au dernier individu. Elle a simplement rendu impossible sa reconstitution démographique après les crises climatiques. Chaque fois qu'une population de mammouths se relevait après un hiver volcanique ou une sécheresse, les chasseurs venaient prélever les femelles reproductrices. La combinaison des deux pressions, naturelle et humaine, a scellé le sort des géants en moins de temps qu'il n'en faut à une forêt boréale pour remplacer une prairie. Et ce schéma, terriblement moderne dans sa mécanique, ne s'est pas arrêté avec la dernière glaciation. Il s'est répété avec les civilisations sédentaires. Cahokia n'est pas morte de la seule secousse sismique, mais de la conjonction entre cette secousse, une sécheresse prolongée documentée par les cernes des cyprès chauves de l'Illinois et une surexploitation agricole des sols limoneux. Les fossés de fortification creusés autour de la cité, loin d'être des défenses contre des ennemis extérieurs, étaient peut-être des tentatives de canaliser la peur, de contrôler un territoire que la nature reprenait. Les archéologues ont retrouvé, dans les dépotoirs de la dernière phase d'occupation, des os humains dépecés et brûlés, signe de cannibalisme de survie. Le même effondrement systémique, mêlant catastrophe naturelle et fragilité sociétale, est documenté chez les Anasasis du Chaco Canyon, vaincus par une aridification de plusieurs décennies, et chez les Mayas des Basses-Terres, dont les cités furent englouties par une succession de sécheresses intenses. Sur ce continent, l'apogée des civilisations a toujours coïncidé avec le seuil de leur résilience écologique. Dès que le sol tremblait ou que le ciel refusait la pluie, l'édifice social s'effondrait, rappelant à l'homme préhistorique que son règne était conditionnel. Ce constat conduit à une question inévitable que la science n'élude plus. La prochaine catastrophe ne sera-t-elle pas amplifiée par les actions humaines actuelles? Le réchauffement climatique d'origine anthropique fait fondre les glaciers résiduels et les calottes à un rythme sans précédent. La fonte du Groenland, en relâchant des milliards de tonnes d'eau douce dans l'Atlantique Nord, est en train de ralentir la circulation méridienne de retournement, le même tapis roulant océanique dont un blocage brutal avait jadis provoqué le Drias récent. Une instabilité de ce courant pourrait plonger l'Europe dans le froid, mais aussi déclencher des modifications majeures des courants du Pacifique et de l'Atlantique nord-américain, avec des conséquences sur la mousson mexicaine et la disponibilité en eau de l'Ouest américain. Parallèlement, la surcharge hydrique des grands bassins fluviaux, due à la fonte des neiges précoces et aux pluies extrêmes, accentue la pression sur les failles par isostasie. Des études préliminaires suggèrent que la fonte rapide des glaciers de l'Alaska et des Rocheuses pourrait décharger suffisamment la lithosphère pour modifier le champ de contrainte, facilitant le déclenchement de séismes.
l'homme n'est plus seulement une victime potentielle des caprices de la Terre. Il en est devenu, sans le vouloir, le perturbateur, ajoutant un forçage externe à un système déjà intrinsèquement instable. La boucle est ainsi bouclée. Le récit du continent le plus périlleux de l'histoire n'est pas une histoire achevée, figée dans les fossiles et les strates. C'est une chronique ouverte, dont les chapitres futurs sont peut-être en train de s'écrire dans les chambres magmatiques, les failles et les courants marins. L'héritage préhistorique de l'Amérique du Nord, ce legs de collisions, d'impacts, de glaciations et d'éruptions, a non seulement sculpté les paysages, mais aussi conditionné la psyché des espèces qui y vivent, y compris la nôtre. Il nous a forcés à innover, à migrer, à nous adapter plus vite que partout ailleurs. Et c'est peut-être cette aptitude à survivre dans un enfer permanent qui constitue, au final, la marque la plus indélébile de ce continent. Cette aptitude à survivre dans un enfer permanent ne relève pas de la métaphore. Elle est inscrite dans la pierre, dans l'ADN des espèces et dans la mémoire des peuples. Si l'Amérique du Nord préhistorique fut le théâtre des plus effroyables dangers, elle fut aussi le creuset où la vie élabora ses plus brillantes stratégies de résilience. Et la trace la plus étonnante de cet héritage ne se trouve ni dans un musée, ni dans un laboratoire, mais dans les récits transmis de génération en génération par les premiers habitants du continent. Les paléosismologues et les anthropologues, en croisant leurs données, ont fait une découverte stupéfiante. Les légendes autochtones ne sont pas de simples fables, mais des chroniques orales précisément calées sur des événements géologiques vieux de plusieurs millénaires. C'est le cas des récits du peuple Klamath, qui décrivent la formation du Crater Lake comme un combat titanesque entre le dieu du ciel Skell et le dieu du monde souterrain Lao, dont la montagne s'effondra sur elle-même dans un déchaînement de feu et de cendres. Les géologues ont daté l'éruption du mont Mazama à 7700 ans, ce qui signifie que cette histoire a été fidèlement transmise pendant près de 8000 ans. De même, les peuples de la côte du Pacifique Nord-Ouest, comme les Macas et les Quileutes, racontent la lutte de l'oiseau tonnerre contre la baleine, un combat qui fait trembler la terre et reculer la mer avant qu'un mur d'eau ne déferle sur les villages. La description correspond trait pour trait au séisme de la faille de Cascadia et au tsunami de l'an 1700. La mémoire orale a non seulement conservé le souvenir du cataclysme, mais aussi enseigné aux survivants un comportement salvateur. Fuir vers les hauteurs dès que la terre se met à trembler. Ces récits, longtemps ignorés par la science occidentale, constituent aujourd'hui une source inestimable pour reconstituer les chroniques sismiques du passé et identifier les zones à risque. Ils révèlent que les premiers Américains n'étaient pas des victimes passives, mais des observateurs avertis, capables de décoder le langage de la Terre et d'y adapter leur mode de vie. Cette intelligence de la menace a favorisé l'émergence de sociétés ingénieuses dont les vestiges continuent de surprendre. Ainsi, les cultures du bassin du Mississippi, après l'effondrement de Cahokia, n'ont pas disparu. Elles se sont transformées, essaimant vers le sud et l'est, donnant naissance aux Natchez, aux Creeks, aux Cherokees, dont les structures politiques complexes et les mythes de migration gardaient la trace de la catastrophe originelle. Les fouilles menées dans le site d'Angel Mounds, dans l'Indiana, montrent que les communautés post-cahokiennes ont abandonné les pyramides de terre pour des villages fortifiés, non pas contre des armées humaines, mais contre les inondations, et qu'elles ont développé un système de stockage alimentaire décentralisé permettant de survivre à plusieurs années de disette. La leçon du passé avait été apprise. Ne jamais concentrer toutes ses ressources en un seul lieu, ne jamais défier la terre en construisant trop haut. L'humilité architecturale était devenue une condition de survie. Les archives ethnohistoriques confirment que les chefs de guerre des confédérations Cris ou iroquoises, loin d'être de simples despotes, étaient tenus de consulter les conseils des anciens et des femmes, dont la mémoire collective des famines et des séismes orientait la décision politique. La démocratie amérindienne, dont les pères fondateurs des États-Unis s'inspirèrent en partie, a peut-être son origine lointaine dans cette nécessité de gérer collectivement l'imprévisibilité d'un environnement hostile. Mais si les humains ont su s'adapter avec brio, la vie sauvage a déployé des trésors d'ingéniosité que la science ne fait que commencer à déchiffrer. Le sous-sol du parc de Yellowstone, loin d'être un désert biologique, abrite un écosystème microbien d'une richesse prodigieuse, totalement indépendant de l'énergie solaire. Dans les sources chaudes acides et bouillantes, où la température dépasse le seuil de la coagulation des protéines, des archées hyperthermophiles prospèrent. Elles utilisent l'hydrogène sulfuré et le dioxyde de carbone comme source d'énergie, dans des conditions qui rappellent celles de la Terre primitive. La découverte de la polymérase Taq,
Une enzyme extraite de la bactérie Thermus aquaticus trouvée à Yellowstone a révolutionné la biologie moléculaire en rendant possible la PCR, la technique qui a permis le séquençage du génome humain et les tests de dépistage du coronavirus. Ce continent de tous les dangers est aussi un continent de toutes les promesses. Les chercheurs en astrobiologie étudient ces extrémophiles comme des analogues de ce que pourrait être la vie sur Mars ou sur les lunes glacées de Jupiter. L'enfer minéral de Yellowstone est peut-être le berceau des plus anciennes formes de vie, et il pourrait offrir les clés pour en trouver ailleurs. Et ce n'est pas la moindre des ironies que ce même enfer soit à l'origine de l'une des plus grandes migrations animales de la planète. Chaque année, des millions d'oiseaux, bernaches, grues du Canada, parulines, quittent les tropiques pour remonter vers le nord, suivant les couloirs aériens façonnés par la géographie. Les routes migratoires ne sont pas le fruit du hasard. Elles épousent les anciens corridors dégagés par la fonte des glaciers, les vallées fluviales creusées par les crues cataclysmiques, les lacs proglaciaires qui parsèment la toundra. Les grues du Canada font halte dans la rivière Platte, au Nebraska, sur les graviers charriés par les eaux de fonte des Rocheuses. Les oiseaux de rivage se regroupent dans la baie de Fundy, dont les marées monumentales sont une conséquence directe de la forme du golfe du Maine, sculpté par les glaciers. Chaque battement d'aile est dicté par la géologie. La mort et la destruction ont creusé les routes du ciel. Ce paradoxe, la catastrophe comme matrice de la biodiversité, est peut-être la leçon la plus profonde que nous livre l'histoire de ce continent. Les progrès de la paléogénomique ont révélé une autre vérité bouleversante. La résilience des espèces n'a jamais été une affaire individuelle, mais un phénomène de métissage généralisé. Les analyses ADN des restes de mammouths, laineux et colombiens montrent qu'ils s'hybridaient à grande échelle sur les fronts de contact des steppes et des forêts. Les bisons antiques, Bison antiquus, se sont mélangés aux bisons modernes, Bison arrivés de Sibérie, produisant des populations hybrides mieux adaptées aux nouvelles prairies. Les loups, gris et les loups sinistres, longtemps considérés comme des lignées séparées, pourraient avoir échangé des gènes au gré des fluctuations climatiques. Les chevaux sauvages, que l'on croyait avoir entièrement disparu d'Amérique à la fin du Pléistocène avant d'être réintroduits par les Espagnols, ont peut-être laissé une trace génétique infime dans certaines populations reliques, selon des études controversées mais troublantes menées sur des spécimens du Yukon. Le tableau qui émerge n'est plus celui d'une succession linéaire d'extinctions, mais d'un brassage génétique complexe, où les vaincus du climat et de la chasse ne disparaissent pas complètement. Ils survivent, dilués dans le sang des vainqueurs. Sur ce continent, la survie a toujours été une négociation entre la compétition et la fusion. L'identité biologique de l'Amérique du Nord est un patchwork issu du chaos. Le continent n'a pas fini de livrer ses secrets les plus dérangeants. Dans les grottes submergées du Yucatan, les mêmes qui portent les traces du cataclysme de Chicxulub, des spéléonautes ont découvert en 2007 les squelettes de Naya, une adolescente de 15 à 16 ans morte il y a 13 000 ans. Son ADN mitochondrial de l'aplogroupe D1 confirme que les premiers Américains étaient bien issus d'une population fondatrice sibérienne restée isolée en Béringie pendant des millénaires. Mais l'analyse de son squelette a aussi révélé des fractures multiples, des signes de malnutrition et une infection osseuse chronique. Naya est morte jeune, dans la douleur, piégée dans une grotte qui s'est remplie d'eau à la fonte des glaciers. Elle est le visage humain de cette préhistoire périlleuse. Et pourtant, sa présence dit aussi une vérité plus grande. Même dans ces conditions extrêmes, une jeune fille a été aimée, portée, soignée par les siens. L'humanité ne s'est pas contentée de survivre. Elle a maintenu des liens, des rites, une culture. Dans les cénotes sacrées des Mayas, qui sont ces mêmes dolines d'effondrement creusées par l'impact de l'astéroïde, des offrandes seront déposées des millénaires plus tard, en souvenir des dieux de la pluie et du monde souterrain. La catastrophe préhistorique est devenue un lieu de culte, la blessure terrestre un portail vers le sacré. Aujourd'hui, les satellites Sentinelle et les stations GPS du réseau PBO enregistrent en temps réel les pulsations de cette terre indomptée. La dorsale de Gorda, au large de l'Oregon, s'écarte de quelques centimètres par an, préparant le prochain méga-séisme de Cascadia. La caldeira de Yellowstone respire, gonfle et se rétracte au rythme des injections magmatiques. Le bassin de Los Angeles se déforme sous la poussée de la faille de San Andreas, accumulant une énergie que les ingénieurs tentent désespérément de quantifier. Les conditions qui ont fait de ce continent l'endroit le plus périlleux de l'histoire n'ont pas disparu. Elles se sont simplement endormies, dissimulées sous une couche de civilisation et de technologie. La leçon des fossiles et des mythes, c'est que ce sommeil n'est qu'une illusion. Chaque strate de roche, chaque faille, chaque caldeira est une promesse de réveil brutal. L'Amérique préhistorique est encore là,
sous nos pieds, et elle n'a pas dit son dernier mot. Ce que nous appelons le progrès pourrait bien n'être qu'une parenthèse entre deux rugissements du monstre tectonique, une accalmie précaire dans une histoire qui se mesure en milliards d'années. Et si la vie a su si bien s'adapter par le passé, c'est peut-être parce qu'elle a compris, bien avant nous, une vérité que nous avons oubliée. La seule manière de survivre à un enfer permanent, c'est de ne jamais croire qu'il est terminé. Cette vérité, que la vie n'a jamais cessé d'être un sursis, est la clé ultime pour comprendre l'Amérique préhistorique. Et c'est aussi la plus troublante. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement les témoins de ce chaos, nous en sommes devenus les amplificateurs. Le réchauffement climatique que nous provoquons en brûlant les restes fossilisés de ces mondes anciens, le charbon du Carbonifère, le pétrole du Crétacé, agit comme un levier supplémentaire sur des mécanismes géologiques déjà instables. La fonte du Groenland et des glaciers de l'Alaska, en redistribuant les masses d'eau et de glace, modifie la pression sur la lithosphère. Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont démontré que la perte de glace en Alaska, qui dépasse 75 milliards de tonnes par an, provoque un rebond isostatique assez puissant pour réactiver des failles endormies. Le séisme de magnitude 7,9 qui a frappé l'Alaska en 2018, endommageant Anchorage, n'était peut-être pas étranger à cette décharge glaciaire. De même, la fracturation hydraulique et l'injection de fluide dans le sous-sol, pratiquées à grande échelle pour extraire le gaz de schiste, ont déclenché des essaims sismiques en Oklahoma et au Texas, des régions autrefois considérées comme sismiquement paisibles. La Terre tremble aujourd'hui à cause de nos propres mains, par des mécanismes que les dinosaures et les mammouths n'auraient jamais pu déclencher. Nous avons ajouté une nouvelle couche de danger à un continent qui en était déjà saturé. Et pourtant, c'est ce même chaos millénaire qui a offert à l'Amérique du Nord sa richesse incomparable. Les plaines fertiles du Midwest, qui nourrissent aujourd'hui une partie de la planète, sont composées de l'œuf, cette fine poussière arrachée par les glaciers aux roches canadiennes, transportée par les vents et déposée en couches épaisses sur des milliers de kilomètres. Les grandes chaînes de montagnes, les Rocheuses et les Sierra Nevada, qui attirent des millions de visiteurs dans les parcs nationaux, ont été soulevées par les mêmes collisions tectoniques qui ont déclenché les séismes et les éruptions. Les geysers de Yellowstone, les canyons vertigineux du Colorado, les forêts pétrifiées de l'Arizona sont les cicatrices du cataclysme. C'est là le paradoxe le plus fascinant de ce continent. La beauté sublime qui émeut les voyageurs et nourrit les industries touristiques n'est autre que la trace indélébile d'une histoire d'une violence inouïe. Le Grand Canyon n'est pas un décor paisible, c'est une plaie ouverte par des millions d'années d'érosion fluviale, où chaque strate raconte une transgression marine, un désert de sable, un soulèvement tectonique. En admirant ce paysage, nous contemplons en réalité la chronique d'un enfer permanent. Et cette chronique, nous l'habitons, nous l'exploitons, nous l'oublions. L'héritage de cette préhistoire n'est pas seulement minéral, il est aussi profondément humain. Les peuples autochtones qui ont survécu aux extinctions de la mégafaune et aux soubresauts du Trias récent ont développé une relation au territoire fondée sur la conscience aiguë de sa dangerosité. Leurs récits, leurs danses, leurs interdits ne cessent de rappeler que la Terre peut à tout moment se retourner contre les humains. Les Hopis du Sud-Ouest racontent les cycles de destruction des mondes précédents, chaque ère se terminant par un désastre naturel, feu, glace, inondation, avant que le peuple élu émerge dans le monde actuel. Les Lakotas des plaines considèrent la région des Black Hills, au cœur du craton nord-américain, comme le centre sacré du monde, mais aussi comme un lieu où les esprits du tonnerre livrent bataille aux forces souterraines. Ces traditions ne relèvent pas de la superstition, mais d'une lecture empirique du paysage. Les Black Hills sont effectivement une zone de soulèvement géologique, une anomalie magnétique et gravimétrique, une cicatrice du passage du point chaud de Yellowstone. Les géologues modernes confirment ce que les chamans avaient compris par l'observation patiente des sources chaudes, des tremblements de terre et des migrations animales. Cette sagesse ancestrale, longtemps ignorée, est aujourd'hui redécouverte par les urbanistes et les ingénieurs qui tentent de préparer les mégalopoles au prochain grand séisme. À Seattle, à Portland, à Vancouver, les plans de gestion des risques s'inspirent désormais des traditions orales des tribus côtières qui racontent le tsunami de 1700 et la nécessité de fuir vers les hauteurs. À Los Angeles, les cartes de microzonage sismique, qui déterminent où construire et avec quelles normes, recoupent étonnamment les récits des anciens sur les sols instables et les zones à éviter. Ce qui émerge, c'est une convergence inattendue entre la mémoire préhistorique et la science de pointe. L'humanité, après avoir tenté de dominer la nature par la technologie,
se tourne à nouveau vers les leçons de ceux qui ont vécu avec le danger plutôt que contre lui. C'est sans doute l'un des legs les plus précieux des premiers Américains. Une bibliothèque de savoir sur la manière dont une société peut survivre dans l'œil du cyclone tectonique. Mais cette bibliothèque reste fragile. Les langues amérindiennes qui portent ces récits sont en voie d'extinction, et avec elles, une part irremplaçable de notre mémoire collective. Le combat pour les préserver n'est pas seulement un enjeu culturel, mais aussi un enjeu de survie pour les générations futures. Car la question n'est plus de savoir si la prochaine catastrophe aura lieu, mais quand et sous quelle forme. Les cycles géologiques ne négocient pas. La faille de Cascadia a dépassé son intervalle moyen de rupture. Le rift de New Madrid continue d'accumuler des contraintes. L'astéroïde géocroiseur Bennu, de 500 mètres de diamètre, a une probabilité non nulle de frapper la Terre dans les 150 prochaines années, et la zone à risque se situe justement dans l'hémisphère nord, où la densité de population est maximale. Les mêmes phénomènes qui ont anéanti les dinosaures et les mammouths sont toujours en mouvement, et nous y avons ajouté nos propres déséquilibres. Le réchauffement global, en multipliant les incendies, les sécheresses et les inondations, agit comme un multiplicateur de menaces, rendant les sociétés moins résilientes au moment même où le sol pourrait trembler. Pourtant, le récit de l'Amérique préhistorique n'est pas une prophétie de malheur inéluctable, c'est un récit de résistance. Les trilobites ont survécu à des millions d'années de crise avant de s'éteindre. Les mammifères ont traversé l'extinction du Crétacé en se terrant. Les humains ont traversé le Trias récent en s'adaptant plus vite que leur proie. À chaque crise, la vie a trouvé une réponse. La différence, aujourd'hui, c'est que nous sommes la première espèce capable de lire les signes avant-coureurs, de modéliser les scénarios, et donc d'anticiper. Nous savons où se trouvent les failles, où se trouvent les chambres magmatiques, où les tsunamis frapperont. Nous détenons la connaissance que ni les dinosaures ni les mammouths n'ont jamais eue. Le véritable péril ne serait pas que la Terre tremble à nouveau, mais que nous choisissions d'ignorer les avertissements qu'elle nous a laissés, gravés dans la roche, dans les mythes, dans les gènes des survivants. L'Amérique du Nord, dans sa longue et tumultueuse histoire, nous tend un miroir. Ce continent a été le théâtre du pire, mais il a aussi été le laboratoire du meilleur, de l'inventivité évolutive, de la solidarité face au désastre, de la mémoire transmise de génération en génération. Chaque butte herbeuse des Grandes Plaines, chaque falaise de grès rouge du Colorado, chaque plage de sable noir de la côte Pacifique est une page de ce livre tellurique. Le lire, c'est comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de cette terre, mais ses passagers, embarqués sur un radeau de roche qui dérive au-dessus d'un océan de magma, sous un ciel criblé de projectiles cosmiques. L'Amérique préhistorique n'est pas une contrée disparue, figée dans les musées et les manuels. Elle est sous nos pieds, à chaque seconde, et elle nous rappelle que le danger est la condition même de l'existence. Accepter cette réalité, ce n'est pas céder à la peur, c'est apprendre à habiter le monde tel qu'il est, avec lucidité et humilité. Si cette exploration au cœur de l'enfer préhistorique vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains documentaires consacrés aux plus grands mystères de l'histoire de notre planète. Parce que les mondes perdus ont encore tant à nous apprendre, et que la pire des erreurs serait de croire que leur histoire est terminée, alors qu'elle continue de s'écrire en ce moment même sous nos pieds.